Bonjour, c'est Antoine Roussel dans les Têtes à Slap. Salut à tous, on est très content de vous retrouver tous les 5 pour cette troisième de Tête à Slap, et oui, déjà la troisième. Donc voilà, c'est l'émission qui, tous les 15 jours, vous parle du hockey français, du hockey international, des Français de l'étranger, de la NHL. On essaye de brasser tout ça et surtout d'avoir des débats sur chacune de ces thématiques-là pour voilà, échanger entre nous, vous donner nos points de vue et puis aussi vous faire réagir sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Twitter, voilà, sur lesquels Tête à Slap est assez présent. Donc voilà, je vais commencer mon petit tour de table de présentation sommaire par Nicolas qui s'occupe de la Magnus. Salut Nico. Salut à tous, donc nous on verra le programme des quarts de finale avec un petit mot du match Mulhouse-Caen pour les playdowns. D'accord, parfait, impeccable. Et puis moi pour la page D1, D2 en fait, je vous ferai le point sur les playoffs de la D2. Et puis après je passerai à la D1 qui n'a pas encore commencé ses playoffs, mais il reste 2 journées pour la majorité des équipes. On fera un petit point là-dessus et on se demandera dans le débat en fait qui va se qualifier pour les playoffs et qui va se qualifier malheureusement pour les playdowns. Ensuite on passera à la page NHL avec Clément. Salut Clément. Et oui, salut à toutes et à tous. On va parler donc des résultats de NHL, la NHL qui est au sommet en ce moment avec les Blackhawks de Chicago qui sont très en forme. Et on aura un débat par la suite sur le Canadien de Montréal, donc l'équipe que vous adorez tous. Alors est-ce un bon niveau ou une forme passagère pour les Canadiens ? Très bien, ça va intéresser du monde tout ça. La page Français de l'étranger, équipe de France, s'intéressera principalement aujourd'hui aux Français de l'étranger, et c'est toi Philippe qui va t'occuper de nous parler de tout ça, notamment. Ouais, salut à tous, donc comme d'habitude on va faire un petit point sur certains joueurs internationaux évolués à l'étranger, et puis cette fois je vais vous parler aussi d'un joueur qui évolue en Amérique du Nord mais ne joue pas en équipe de France. Ensuite nous débattrons sur le futur des joueurs français, qui peut aller à l'étranger, qui doit absolument s'expatrier pour son avenir, pour l'avenir de l'équipe de France. On pourra débattre de tout cela. Ah oui, donc finalement on va en parler un peu de l'équipe de France indirectement. Et enfin en débat final, c'est toi Pierre-Louis qui nous lancera sur ce sujet-là. On va parler de quoi, dis-nous? Et oui, c'est moi. Bonjour à toutes, bonjour à tous, et même aux gars pensés qui sont malheureusement éliminés des playoffs. On va parler aujourd'hui justement de ces playoffs, de la formule qui, à mon sens, me chagrine un peu. Voilà, on en dira plus tout à l'heure. Très bien, le monsieur coup de gueule un peu de l'émission, encore pas mal de choses à nous dire. Ça promet ça si grave. Pour le débat final. Allez, lançons-nous tout de suite dans le grand bain du hockey français avec la Magnus. En ce moment, on vient tout juste de passer en fait le tour préliminaire. Nico, tu peux nous parler de tout ça? Bien sûr, donc les quarts de finale de Ligue Magnus qui vont commencer dès ce soir, mardi soir. Donc après un tour préliminaire surprenant voyant l'élimination en 5 matchs de Dijon qui était 5e par Épinal et celle d'Amiens qui était 6e par Strasbourg, les quarts de finale donnent déjà 2 affiches surprenantes avec les oppositions entre Briançon et Strasbourg, puis entre Chamonix et Épinal. Ensuite, dans une série qui promettait d'être serrée entre Gap et Grenoble, les Brûleurs de Loups ont eu besoin que de 3 matchs pour passer le premier tour. Aussi, encore dans les Alpes, Morzine a gagné face à Villars en 4 matchs au terme d'un match 4 qui restera sûrement gravé dans les mémoires des Villardiens, car difficile à avaler. Donc les affiches des quarts de finale, c'est donc le champion en titre Rouen se jouera face aux Pingouins de Morzine et les Ducs d'Angers joueront contre Grenoble. Donc 4 matchs, 4 rencontres, 4 oppositions assez intéressantes. Donc on peut se lancer sur chaque match. Donc d'abord Angers-Grenoble, 2 équipes au style qu'on pourrait qualifier de nord-américain, c'est des espèces de rouleau compresseur les 2 équipes, mais à ce petit jeu-là, il semblerait que Angers ait quand même un peu plus de réserve puisqu'ils ont gagné les 2 matchs de championnat. À Grenoble, ils avaient gagné 3-2 et à Angers, ils ont gagné 4-1. Ouais, je dois dire exact, que j'ai vu le match Angers-Grenoble, enfin j'en ai vu un à Angers en tout cas, et il y a vraiment pas eu photo sur ce match-là, hein, donc si je dois me fier à ça... Ça avait été plus serré à l'aller quand même. Voilà, c'est à Grenoble, ça avait été plus serré. C'était un gros combat. Et là, Grenoble aussi a l'avantage, c'est qu'ils sont dans le rythme. Sans trop se fatiguer parce qu'ils ont battu Gap donc en 3 manches. C'est des matchs assez pauvres aussi bien tactiquement que techniquement
qu'au niveau de l'ambiance. Et enfin bref, c'était des matchs assez pourris. Donc ils sont pas non plus trop fatigués. On sait qu'ils ont un banc. Donc moi je dis quand même Angers, attention danger, mais c'est Grenoble cette fois-ci qui. Pierre-Louis, je dirais pas que Angers a des grands risques de perdre des matchs face à Grenoble, car quand même Grenoble a joué une série au rabais. Ils méritaient vraiment peut-être pas leur place en quart de finale. Mais ils sont dans le rythme. Vu comment ils ont joué, ils ont juste fait valoir leurs arguments physiques, un très bon forecheck, et puis au-delà après la technique et la stratégie, c'était vraiment pas ça. Donc ça va être une boucherie. Moi je pense que ça va être une boucherie, peut-être une victoire pour Grenoble, mais globalement la série va être gagnée par Angers. Angers qui a pu s'entraîner pendant ces quelques jours, ces 2 semaines même. Donc ouais, moi je dis Angers tranquillement. En tout cas, ils ont la pression, les Angevins, maintenant, c'est la Magnus ou rien. Ouais, c'est ça. C'est la Magnus où la saison est ratée, donc plus le droit à l'erreur. Mais bon, pour un quart de finale, on pouvait pas rêver on mieux. devrait le faire. Quart de Mais finale. est-ce que les Grenoblois sont vraiment complètement concentrés? Parce que on voit autour de l'équipe ça bouge pas mal, on annonce déjà des recrues pour la saison prochaine, on annonce déjà des départs. Je trouve c'est que des rumeurs. Oui, absolument. C'est pas un climat très sain, je trouve, alors qu'ils sont en quart de finale. Normalement, c'est des choses qui devraient rester vraiment à l'intérieur du vestiaire, à l'intérieur de la direction. Et puis là, on voit des choses qui s'éparpillent un peu à droite, à gauche. Donc, t'as l'impression qu'ils ont fait la job, donc maintenant, ça y est, c'est fini. Ils se sont qualifiés pour l'écart, et puis t'as l'impression qu'ils sont un peu en vacances. Là. Non. Moi je dis attention, ça va bien aller en 5 matchs. Je pense qu'Angers va passer, mais en tout cas c'est quand même clairement le tour le plus difficile que pouvait avoir Angers en entrée. Non, c'est clair que ça va être tendu pour Angers. Ah bah si. Grenoble. C'est les seuls qui peuvent répondre physiquement. Moi je suis d'accord avec PL. Comme et en plus les playoffs est une autre saison, etc. Donc. Ouais, mais ça on l'a dit tout le temps, c'est une nouvelle saison. On a bien vu Gap, qu'est-ce que ça a fait, la fin de la justement. saison, ça influe sur justement, Gap ils étaient bien à la fin de la saison. Il y a eu une meilleure fin de saison que Grenoble. Bah oui. Ouais, puis Grenoble a quand même un staff. Grenoble a dû préparer son affaire aussi et doit savoir comment jouer Angers. À mon avis, là ils ont quand même un peu d'expérience, l'air de rien. Ils sont allés en finale l'an dernier. Ils devront montrer leur meilleur visage sûrement. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que il faudra une équipe de Grenoble vraiment à 90, 95, 100% de ses capacités pour passer quoi. En plus, devrait bien avoir Luc Tardif Junior de retour depuis le temps qu'on attend son retour. Ça fait longtemps. Enfin, donc niveau impact physique, il y aura encore un atout en plus pour Grenoble. Sachant qu'ils n'ont pas de pression, alors moi je dis attention quand même. C'est pas fait. Pour conclure sur cette série, moi je dirais que Grenoble, ils abordent cette série dans la peau clairement de l'outsider. Ils ont rien à perdre, donc ils vont tout donner sans pression. Alors que Angers, tout le monde va avoir leur regard braqué sur eux, quoi. Donc Grenoble, ils sont dans une très bonne position là, même si c'est jamais facile d'aller à Angers. Je pense que ça peut réserver. Enfin, je vois Angers se qualifier, mais au terme d'une série assez tendue quand même, et très physique surtout. Et puis il y a Mac Vesquivio quand même qui a été MVP des playoffs CHL l'an dernier. Il a rien fait sur ce premier tour. On verra s'il se réveille, si vraiment c'est un joueur de playoff ou pas là. Mais je dis quand même attention, voilà. Ouais, donc on voit tous quand même globalement, on voterait tous Angers quand même, mais plus ou moins difficilement. En 5 matchs. Moi je pense qu'Angers va balayer Grenoble en 3 matchs, malgré le manque de rythme. Moi je dirais 4 matchs pour couper la poire en deux. Ouais, je suis assez d'accord avec okay. Nico, moi. 4 matchs, ça me paraît très 4 matchs alors, mais avec le 4e en prolongation. Je vous l'accorde. Parce que globalement ils ont une grosse attaque, donc ils vont pouvoir le faire. Avec Ed McGran et tout, après la défense ça va être un autre problème. Et ils prennent pas de but, les gardiens aussi, comme toujours. On sait que... Ouais, ça, par contre c'est bon. Ouais. Les unités spéciales, les gardiens. C'est sûr que c'est le point faible, ma foi. Bon bah voilà pour ça. Bon bah voilà pour Angers-Grenoble, donc on peut passer à leur adversaire de partie de tableau, le match entre Chamonix et Épinal. Donc là c'est le premier match de la saison. Épinal avait gagné 5-1 contre Chamonix, mais à l'époque Chamonix ils étaient vraiment dans une mauvaise dynamique. Et au match retour, Chamonix s'était imposé à domicile 3-2 contre Épinal. Et j'étais à ce match-là, c'était vraiment pas le match de l'année, mais Épinal ils avaient essayé de jouer très physique avec Susange notamment, de casser Lauzon et Charland. Ça avait pas vraiment marché, donc faudra voir ce qui se passe. Mais ce match, c'est à signaler que ça opposera Clément Fouquerel, gardien de Chamonix, à Gabriel Girard, le gardien d'Épinal. Donc c'est un peu l'affiche de l'avenir des gardiens d'équipe de France. Enfin, des postulants en tout cas. À suivre. Mais Épinal quand même qui a changé de coach, hein, on le sait.
Et il y a ce coach qui est très axé sur la défense et qui a donné un visage totalement plus défensif à l'équipe. Et ça a totalement payé contre Dijon à leur unique ligne, si on peut dire. Ouais. Donc, ils ont bien réussi à les muscler. Ah, c'est ça. Bon, par contre, Chamonix... C'est pas la même affaire. Ouais, je sais pas. Franchement, je sais pas trop... Ouais, je voyais Dijon balayer assez facilement Épinal, genre en 4 matchs, enfin balayer. Gagnant en 4 matchs, finalement, il passe Épinal. Bouchard va revenir, on sait qu'il était pas là en plus sur les premiers matchs contre Dijon. Je sais pas. Il y a l'incertitude ce sera serré encore une fois. Sur Pétrac aussi qui a pris un coup et qui est... Et il y a le Roi. Est-ce que c'est le Roi, je crois, en défense aussi. Mais je pense qu'il y a un truc à ne pas oublier de côté de Chamonix, c'est qu'en 2013, en Ligue Magnus, ils ont perdu pour l'instant. C'est l'affiche la plus incertaine pour vous ou pas quand même? Non, pas pour moi. Pas pour moi. Ouais, si, clairement. Parce que Chamonix, clairement, ils ont une super attaque, mais après, Épinal reste sur une très grosse performance face à Dijon. Donc, on sait pas trop ce que ça va donner, à voir. Chamonix a perdu 2 fois en 2013. Et, en 2013, Chamonix, c'est... Si on regarde depuis, mi-novembre, début décembre, il y a vraiment pas beaucoup de défaites. Moi, je pense que ce sera assez tendu malgré tout, mais je pense que Chamonix va se qualifier en 4 matchs aussi, parce que Épinal va être cramé physiquement. Je les vois pas tenir avec les blessures. Surtout le Roi qui prend 30 minutes de temps de glace par match, s'il est pas là, ce sera fini pour eux. Girard, c'est une très bonne première série, il aura du mal à confirmer. Moi, je vois Chamonix passer et Épinal prendre le premier match quand même dans l'emballement après la qualif. Mais 4 matchs. Je suis entièrement d'accord avec toi. Ouais, ça m'a l'air pas mal. Bah finalement, c'est ce que avait fait Chamonix l'an dernier contre Gap, c'était exactement le même scénario. Ouais, c'est ça. Donc ouais, ça me va bien comme scénario. J'achète. Ok, bah si on est tous d'accord, on peut passer à l'affiche choc, le choc, Briançon-Strasbourg. Que va faire l'Étoile Noire contre Briançon après sa brillante victoire contre les Gothiques d'Amiens? Une équipe des Gothiques d'Amiens portée par le meilleur gardien de Ligue Magnus qui n'a pu résister à la verve strasbourgeoise. Classique. Briançon. Bon, bah, ouais, ça paraît dur de pas dire Briançon. Je pense que Strasbourg va pas faire Guezo. Briançon en 3 matchs. Attention, 5 buts d'écart sur les 3 matchs. Ils nous ont fait le coup une fois il y a 2 ans. Peut-être qu'ils le referont cette année, ils étaient 11e aussi, comme ça, exactement. C'est sûr. Moi, je pense pas que ce sera aussi facile qu'on peut l'imaginer à la base, vu les qualités des deux équipes, mais je vois mal Briançon quand même passer à ce point à côté pour moi, ce match-là. Je pense que c'est ce match-là qui va voir une série se finir sur le score de 3-0. Parce que Strasbourg, ils sont cramés physiquement, là, c'est fini. 3-0, je pense aussi, il y a Strasbourg qui a des absents importants quand même, avec du Fournet notamment. Et s'ils se mettent à refaire du anti-hockey, c'est-à-dire à continuer à leur grosse trappe défensif, c'est ce qu'ils font déjà. Les jeux derrière pourquoi ils referaient. Mais ils peuvent pas contre Briançon. Parce que pour faire la trappe, il faut du physique et Briançon, ils peuvent être beaucoup plus physiques. Ils tiendront pas la route Strasbourg. Ils vont prendre une fessée au premier match, une fessée au deuxième et une fessée un peu moins grosse au troisième, mais ce sera fini. Ouais. Je vois bien une victoire de Strasbourg quand même. Ouais, aussi pareil. Donc Briançon en 4 matchs. Ok. La première alors. Ouais. Bah sinon. C'est le rythme ça. C'est le rythme. Bah le vainqueur de cette série affrontera le vainqueur de Rouen-Morzine, un duel qui promet d'être assez serré. Pour moi, c'est la grosse affiche de ces quarts de finale. Ouais, Morzine avait gagné juste avant le TQO. Morzine avait gagné 7-3 contre Rouen. Donc il y aura de la revanche dans l'air pour Rouen aussi. Puis si on se souvient de l'an dernier, il y avait Rouen qui avait eu pas mal de difficultés, il me semble, contre Amiens en quart de finale. Ça avait été en 5 matchs aussi. Ouais, mais c'est pas pareil. Et je pense que là, Rouen va de nouveau avoir un petit peu de mal à rentrer dans sa série. Mais j'imagine que sur un 5e match, ils vont quand même faire la différence avec Morzine, qui devrait être redoutable tout de même. Ouais, Morzine, il y a quelques joueurs qui sont redoutables, mais c'est pas... Amiens, l'année dernière, il y avait une vraie cohésion, il y avait un vrai groupe de joueurs. Il y avait surtout un vrai gardien. Là, à Morzine, il n'y a pas... Enfin, d'après ce qu'on m'a dit, c'est pas la même chose au niveau de la cohésion. Et surtout, Buis, c'est pas le même gardien que Thompson. Je pense que Rouen va gagner en 4 matchs, même si Morzine donnera du fil à retordre à Rouen. Avec notamment Cheveury, là, qui fait des très bons playoffs. Avec 8 points déjà. Mais je pense que... Ouais, Rouen en 4 matchs. Ouais, Rouen aussi en 4 matchs, c'est crédible. Ouais, puis ils sont toujours là au final, quoi qu'on veuille.
quoi qu'on en dise. Les jeunes, leurs juniors, ils viennent de gagner l'U22, donc aussi, là, genre Gutiérrez, Rec. Rec, Ils vont être sur une bonne lancée. Ou un triplé. Ouais. Donc, ouais. Après, devant, il y a l'expérience, il y a tout, quoi. Il y a plus de bons. Il y a un meilleur gardien. Ça devrait le faire. En demi-finale, ça devrait te faire, en principe, un Rouen-Briançon assez intéressant. Là, ça devrait être plus serré quand même. Ça a commencé à monter dans les tours. Dans 2 semaines. C'est ça. Et donc pour finir cette rubrique Ligue Magnus, un petit mot des playdowns. Donc Mulhouse-Caen, et à la surprise générale, Caen a gagné le premier match au terme d'une séance de tir au but pour l'emporter 3-2. Samedi, alors qu'on attendait une réaction de Mulhouse, Caen a écrasé Mulhouse 6-1. Donc Caen s'en sort avec 2 victoires à l'extérieur et va jouer vendredi prochain à la maison. Ça semble très compliqué pour Mulhouse, Philippe. C'est quand même une petite surprise, hein. Bah, Philippe, Mulhouse a un patin en D1, a déjà commencé à c'est le deuxième, mais maintenant il leur reste 3 matchs, ils veulent essayer de sauver leur peau, mais ça va être difficile. Sur la forme, Philippe, on en discutait un peu avant l'émission, tu disais que c'était ça avait été assez chaud en fait au niveau de l'engagement, tout ça, que Mulhouse c'est sur ça que ça s'était joué. Mulhouse a pas abordé la série comme Caen l'a fait, et c'est ce qui leur fait préjudice. Ils ont perdu le défi physique, ils ont perdu les nerfs, ils ont perdu leur défense. Ils ont pas été bons en powerplay, donc à partir de là, Caen a réussi son plan. Tu penses que c'est possible de les voir se remotiver et aller gagner à Caen vendredi pour forcer la décision au 4e, voire au 5e match? Je pense que ça serait très difficile, mais il faut jamais oublier qu'en hockey, il peut vraiment se passer des choses assez incroyables. Mulhouse en a été encore l'exemple la saison dernière, où en demi-finale, à 1 minute de la fin, ils étaient menés de 2 buts à Brest, ils ont sorti le gardien, ils ont marqué 2 fois, ils sont allés en prolongation, ils ont gagné au tir au but, et derrière ils se qualifient à domicile. Alors que s'ils avaient perdu ce match, je pense qu'on est énormément de gens là-bas à être convaincus que Mulhouse ne serait pas allé en finale, ne serait pas monté en Ligue Magnus. Maintenant, ça va dépendre de la mobilisation des joueurs. Est-ce qu'ils vont réussir à se remobiliser? Est-ce que les étrangers vont réussir à se remobiliser? Est-ce que Alcous peut claquer 2 blanchissages là pour ramener tout le monde à Mulhouse en match 5 dans 2 semaines? 2 blanchissages, ça m'étonnerait. On n'en a pas vu à Mulhouse depuis quelques temps, donc. Si Mulhouse arrive à gagner le match 4, le match 3 à Caen, là le momentum il va peut-être commencer à changer de côté. Ça va réfléchir dans la tête des joueurs, ils vont se dire on est capable de victoire, ça se fait. Pousser le 5e match, ouais. Ouais, mais quand ils ont l'air d'avoir plus de cohésion. Faudra commencer par en gagner un déjà de match. Ouais, puis ce qu'il faut voir, c'est qu'aussi quand on est en play-down, quand on est engagé là-dedans, c'est des équipes qui n'ont pas beaucoup de confiance. C'est pas forcément toujours un désavantage de jouer à l'extérieur, quoi. Enfin, moi, je le vois pas comme ça, forcément. Après 2-0, ça fait lourd. À 1 partout, j'aurais vu Mulhouse en position de pouvoir encore se sauver. 0-2, ça fait quand même mal, quoi. Ah, ça fait beaucoup. Après, on a vu le nombre de défaites, là, En quoi? Ouais, donc on a vu le nombre de défaites à domicile, en play-off, là, au premier tour. Pourquoi pas, à partir de là, c'est possible. Et oui, ça va être difficile. C'est la magie du hockey, comme on le disait, et on va pouvoir en parler justement tout de suite, puisque c'est la fin de notre page Magnus sur la page D1, D2, et pour une fois, pour changer un peu, et surtout puisque notre débat concernera la D1, je vais commencer par les résultats de D2, et notamment donc des 8e de finale, qui se déroulaient les 2 derniers samedis, qui ont réservé quand même leur lot de surprises, je pense, pour les amateurs de hockey un peu au niveau français. Donc en premier, l'élimination précoce de Valvanoise quand même, qui était 2e de la poule B, et qui se fait sortir par Chambéry, 7e de la poule A. Donc c'est quand même c'est grosse surprise, surtout en prenant 11-4 au match aller. Impressionnant. Et là, n'ont pas été au niveau. Surtout prendre 11 buts sur un match aller de 8e de finale contre le 7e de l'autre poule, c'est quand même, ça paraît assez incroyable. Mais on savait que Valvanoise était une équipe très très offensive. Et donc voilà, là ils ont beaucoup souffert au match aller, entérinant quasiment leur élimination, et le match retour a fait match nul 5-5, donc voilà, à faire plier. Et puis on gagne des matchs en attaque, si je peux dire. On gagne les matchs en attaque, mais on gagne des championnats en défense. Surtout, ouais. Voilà, ouais. Donc là ça a vraiment été
mais c'est quand même très lourd. 11-4, ça paraît, c'est vraiment très très lourd. Et puis la deuxième surprise, j'ai un petit pic au cœur là, c'est Asnières qui a sorti Tours. En faisant pareil un très gros match aller, victoire 3-9 sur la glace de Tours. Les remparts ont complètement déjoué sur ce match-là, ils sont passés complètement à côté collectivement, manque de leader, 3 petits points, etc. Et puis le match retour a été gagné par les remparts pour la forme 4-7. Donc voilà, il y a eu un petit espoir pendant un moment, mais bon, il fallait faire trop peu d'erreurs, et puis la saison avait été trop chaotique du côté des remparts, donc c'est pareil, la saison se finit début mars, donc ça fait 2 favoris éjectés, 2 favoris en début de saison, parce que je rappelle quand même que les remparts n'avaient fini que 5e de leur poule, donc c'était pas vraiment au regard de leurs résultats en saison qu'on pouvait les qualifier de favoris. Et puis une petite surprise, bon elle est un peu moins de celle-là, mais c'est quand même Valence qui est éliminé par La Roche. La Roche qui a fort bien négocié son match aller en gagnant 4-1. Donc un peu ce que tu disais Philippe, la défense, ils prennent qu'un but au match aller et ils ont perdu 5-3 au retour. Voilà, donc qualification pour La Roche. La domination de la poule A, elle se voit aussi avec les qualifications en plus de Chambéry, Asnières et La Roche, des Français volants qui ont fait voler en éclats la réserve de Strasbourg, 0-5 à l'aller, 12-1 au retour. Cholet qui a battu la réserve de Rouen aussi, 3-4 et 9-3, donc pareil, il n'y a pas eu vraiment photo à part sur le premier match à Rouen. Et puis Cergy qui a explosé Compiègne également, 3-6 et 10-4. Donc voilà, pour les rescapés de la poule B, en fait il ne reste plus comme équipe que Nantes, qui a éliminé Toulon assez facilement, pareil, 2-5-6-0. Une équipe de Toulon qui a vécu une saison galère à plusieurs niveaux. Et puis Évry quand même qui s'est qualifié contre Meudon, 0-5-4-0, donc 2 blanchissages. Grosse défense, faudra faire attention à eux pour la suite. Il faut souligner justement les résultats des équipes parisiennes à ce niveau, parce qu'il y en a quand même 4 sur 5 qui ont passé ce premier tour des playoffs. Sur les 5 qualifiés, puis le 5e c'était Meudon, donc le match était contre Évry, c'était pas possible d'avoir un 5e qualifié, donc voilà, Paris répond présent, les Franciliens répondent présent, et donc les affiches d'écart ce sera Asnières-Nantes, Évry Français Volant qui peut être passionnant quand même, qui est un peu un derby parisien, et puis La Roche-sur-Yon-Cholet qui va à mon avis aussi valoir son lot de testostérone entre 2 clubs qui sont un peu rivaux quand même, on peut le dire. Et le dernier écart ce sera Chambéry contre Cergy. Voilà, juste un petit point sur les stats des PO, simplement pour mettre l'accent sur l'apport de Dmitri Lavrov de Chambéry, qui a quand même fait 2 parties incroyables et qui signe 9 assists et 1 but sur 2 matchs. Ouais, 10 points en 2 matchs, ça fait la différence à ce niveau-là. Ça commence à faire pas mal, oui. Ouais, il y a le duo Lavrov-Bakul qui était champion avec Mulhouse en D1 l'an dernier, qui a trouvé preneur en D2 cette saison. Voilà, c'est l'occasion de souligner qu'on a quand même en D2 cette année des joueurs d'un calibre quand même assez impressionnant. On peut clairement dire qu'ils font la pluie et le beau temps à Chambéry. Lucas Bakul était absent pendant plusieurs semaines, il est revenu pile pour les playoffs, et on peut dire qu'il est revenu au bon moment et en beauté. Puis Chambéry, ils ont Grenoblois aussi. Ils ont déjà une Grenoblois. Qui n'ont pas beaucoup participé au pointage d'ailleurs, mais je crois que Philippe a raison, c'est surtout Lavrov, Bakul qui ont décidé que les playoffs c'était un peu leur terrain de jeu là. Ouais, mais ça apporte en profondeur les jeunes. Grenoblois, ils ont quand même le niveau globalement. Genre le Bogdanov par exemple. Il est pas mal. Pu en profiter pas mal. Donc le petit point sur la D1 maintenant, pour dire qu'il reste 2 journées à disputer pour quasiment toutes les équipes, mais il y a quand même 2 matchs en retard. 2 matchs très importants. Pour le bas de tableau, il y en a un, c'est Toulouse-Mont-Blanc. Donc le 12e contre le 13e actuel, on imagine l'enjeu un peu. Et puis il y a un Lyon-Dunkerque entre le 4e Rodanien qui n'a pour l'instant que 3 points de retard sur le leader brestois, et puis les Ch'tis qui ne sont que 2 points derrière à la 6e place. Pour vous dire un peu à quel point il est serré ce classement de D1, c'est complètement incroyable. Et donc pour ce qui est du point sur le classement, on a Brest devant avec 34 points, premier, Bordeaux 2e avec 32, derrière un duo Montpellier-Lyon avec 31 points, sachant que donc, Lyon a un match en retard. On a Reims qui est à la 5e place avec 30 points et qui a en fait créé une mauvaise surprise, on va dire, en étant battu 2-3 contre Amnéville. Ça, je pense que personne ne le sentait venir. Ce coup-là, c'est l'occasion quand même de souligner qu'Amnéville s'est battu là juste au bout. C'est quand même, faut saluer ça, c'est bien. Ils ont joué leur rôle encore dans le championnat, on pouvait en douter, mais là c'est très bien. Et puis ensuite, derrière le 5e Reims, on a Dunkerque 29, Nice 28 et Anglet 27 qui est pour l'instant le 8e qualifié pour le play-off. C'est serré. Donc voilà.
C'est très serré exactement. Donc on va pouvoir en débattre exactement entre tête à slap de ces qualifiés pour les playoffs, pour les playdowns. J'ai envie de me tourner un peu vers toi, Philippe, qui connaît pas mal cette division, qui va peut-être la retrouver l'an prochain avec Mulhouse, sans vouloir être donner une petite pique supplémentaire. Non, c'est très difficile simplement de savoir quelles équipes sont capables d'aller au bout, mais parce que c'est déjà difficile de savoir quel va être le classement final de cette D1 qui est assez incroyable, quoi. Par exemple, on a Nice 28 points, Anglet 27, Neuilly 26. Peut-être qu'il y aura une de ces équipes, de ces trois équipes là qui vraisemblablement sera pas en play-off, quoi. Et même Courbevoie 10e, 24 points, qui Courbevoie, tu les vois encore dans le coup, ouais. Qui mathématiquement n'est pas sorti de la course au play-off à 2 journées de la fin. Ce qui est quand même assez incroyable. Assez incroyable. Entre le 10e et le premier, il n'y a que 10 points d'écart. C'est quand même pas énorme. Et il faudra aussi signaler peut-être que la lutte pour le maintien entre Toulouse-Blagnac qui a 18 points et Mont-Blanc qui a 17 points qui se joueront. C'est aussi très serré en bas, avec Annecy qui est juste 2 points devant. Donc on a une lutte passionnante en haut, on a une lutte passionnante au milieu, on a une lutte pratiquement passionnante en bas, j'ai envie de dire, avec juste Amnéville qui est complètement hors du coup. Donc personnellement, je me suis amusé à simuler. C'est pas quelque chose que j'adore faire tous les jours, mais pour le classement, je l'ai fait. Tu t'es dévoué pour les têtes à slap. Je me suis dévoué. Et j'ai essayé de faire un petit classement, et dans mes prédictions qui valent ce qu'elles veulent, je vous avoue que je pense pas être un expert des pronostics, mais je vois bien un classement final avec Lyon 1er, Brest 2e, Bordeaux 3e, Montpellier 4e, donc qui va sceller les 4 équipes qui auront l'avantage de la glace en quart de finale. Derrière, on aura Dunkerque, Reims, Nice, et la dernière place, le suspense, c'est pour Anglet. Je pense que Neuilly restera au parti des playoffs. Courbevoie n'ayant pratiquement aucune chance de s'en sortir, et malheureusement, je crains que le Mont-Blanc, club formateur s'il en est en France, risque de goûter à la deuxième division l'an prochain. Quelle dégringolade quand même, c'est assez triste de voir ça. Ce qui m'inquiète pour eux, par exemple, c'est que Toulouse-Blagnac, Mont-Blanc, ça va se jouer donc à Toulouse, enfin à Blagnac plutôt, vu que la patinoire se situe à Blagnac, et que le Mont-Blanc a un bilan catastrophique à l'extérieur avec une seule victoire. Et ça me semble... Ils sont trop bien vus. Bien vu, puis il faut souligner aussi que Toulouse est quand même allé gagner à Annecy 5-2, et c'était vraiment crucial, quoi. Ils ont l'air de répondre présent en cette fin de championnat. On parlait de duo, il y a aussi un duo qui fait la pluie et le beau temps à Toulouse-Blagnac, c'est le duo Jimmy Palanto, le Finlandais, et Karl Fournier, le Canadien, ancien joueur. Bien connu de Magnus. Ouais, même s'il n'y était pas resté très longtemps. Non, mais il a marqué quand même. Et ces deux-là, ils font effectivement un grand bien à l'offensive toulousaine. On n'a pas trop parlé. On n'a pas trop parlé non plus, mais Montpellier, là, ils sont vraiment en forme en ce moment. Ils ont mis un 7-2 à Nice. Non, ils font une bonne remontée. Et surtout qu'il faut le dire qu'ils ont composé une équipe avec énormément de joueurs revanchards qui avaient des saisons plus ou moins blanches, qui ont connu des blessures, donc ils ont fait beaucoup de paris. Ils n'ont pas eu trop le choix non plus. Hein. Et je suis vraiment très surpris. Je les aurais pas mis aussi haut. C'est vraiment du bon boulot qu'ils ont fait. Ils ont eu de la réussite. Faux. Mais c'est vrai que... Là, ils peuvent quasiment terminer deuxième. Ouais, quasiment. Ça va être compliqué. Bah, ouais, pourquoi pas. Il faudra faire attention. Après, sur les playoffs, là, si on part du principe, toi, Philippe, avec tes calculs, et je suis plutôt d'accord quand même avec toi, tu irais jusqu'à donc les 8 premiers actuels, pas dans l'ordre, mais tels qu'ils sont là. Une équipe comme Anglet, quand même, qui a une très très forte défense, elle peut créer la surprise en playoff. Ils ont un bon gardien. Ouais, ils ont un bon gardien. Après, bon, c'est toujours dur d'aller gagner là-bas. Maintenant, sur la route, ça dépendra. Ils ont eu beaucoup de blessés cette saison, ça dépendra de ça. Mais imaginez si Reims termine 6ème, si Nice termine 7ème. C'est quand même... Ah oui, ça fait des sacrées oppositions, quand même. Le finaliste en titre, il y a Reims qui est toujours présent. Et après, ouais, c'est vrai qu'il y a des équipes comme Bordeaux, Montpellier, Dunkerque qui sont peut-être plus hauts que tout le monde ne l'aurait imaginé, qui ont bien joué le coup et qui seront pas faciles à jouer non plus en play-off. Bordeaux est particulièrement en bonne forme. Ils ont battu Brest ce week-end après prolongation. Je pense que ça veut bien dire qu'ils sont prêts.
Ouais, c'est quand même incroyable parce que t'as pour l'instant Bordeaux, bon, qui est game provisoire puisque Lyon a un match en retard, on l'a dit. Ils ont quand même perdu 9 matchs. Mais c'est le total de points du premier, il sera particulièrement bas, je pense, par rapport aux dernières saisons. Il y a quelques années, on avait Neuilly qui ne perdait pratiquement aucun match, Brest qui ne perdait pratiquement aucun match. Et c'est un peu la nouveauté. Ah ouais, c'est quand même assez étonnant, hein, parce qu'on a, ouais, Courbevoie, tu disais, à Courbevoie, ils perdent 12 matchs, et en haut, on a des équipes qui perdent 9 matchs, quoi. C'est vraiment, c'est une saison qui se joue à pas grand chose, donc ça va être des Ouais, c'est un peu comme en Ligue Magnus, hein. C'est un peu comme en Ligue Magnus, avec, encore plus serré, je pense. Ouais, là, c'est fou, quand même, ouais, Bah, les équipes, ouais, mais on verra en série, hein. S'il y a autant de surprises que dans le tour préliminaire de la Ligue Magnus, ça promet déjà. Ouais. S'il y a autant de buts aussi, surtout parce que là pour l'instant on a vraiment beaucoup de spectacles en D1 avec beaucoup de très bons pointeurs. Il faut dire qu'en D1 on n'est pas habitué aux grosses surprises en play-off, en général la logique est plus ou moins respectée. Ouais, on se rappelle du carré final de l'an dernier qui était un peu plus logique, je crois, avec c'était Brest, les 4 premiers. Reims, Mulhouse et Nice, c'est ça, hein. C'est ça. Ouais. Donc logiquement cette année c'est Brest, Lyon, Bordeaux, Montpellier. Ouais, d'après moi. Bah si Montpellier arrive dans le dernier carré, faudra que je fasse tomber la culpe, hein, parce que je dois avouer que je les avais même pas vus pour les playoffs, hein. Je pensais que leur pari ne serait pas réussi. Ouais. Faut faire gaffe à Lyon, enfin moi je vois bien Lyon cette année. Lyon, ils viennent de traverser une mauvaise passe quand même. Je fais de Brest mes favoris. Ils ont pas de coach. Je fais de Brest mes favoris parce que je pense qu'ils ont une plus grosse profondeur. Et ils auront l'expérience notamment en série des Carlson, des Avenel, des Pins qui les ont joués en Ligue Magnus notamment. Ça vrai. Et puis le talent de part des Croteaux aussi en attaque. Oui, c'est bon. Ouais, c'est costaud. Non, ils sont solides, Brest. Pas de soucis. Ouais, Brest qui reste d'ailleurs sur une courte défaite à Bordeaux, hein. 4-3. Prolongation. Ouais. Non, prolongation ou tir au but ? Ouais, prolongation. Prolongation. Voilà. Devant plus de 3000 personnes de nouveau. Voilà, ça c'est populaire. Chapeau au club. Voilà ce que je disais sur Bordeaux il y a 2 semaines. Une centaine de Brestois qui avaient fait le déplacement. Brest aussi remplissent bien en ce moment d'ailleurs. Ils ont une petite patinoire mais ils remplissent bien. Lyon aussi. Ce serait bien qu'elles montent assez vite ces équipes. C'est un souhait personnel. Lyon-Bordeaux tu parles ou Lyon-Bordeaux-Brest ? Lyon-Brest, ouais, Brest dans une moindre mesure, mais Lyon-Bordeaux pour l'affluence quoi. Bordeaux, faut vraiment qu'ils trouvent un moyen de régler leur problème de patinoire, ouais, c'est clair. Justement aussi, peut-être que s'ils sont en élite, c'est plus facile pour négocier face à la mairie. Ça sera un moyen de pression. Bah, t'as plus de poids, quoi. Enfin, c'est vrai. Logiquement. Surtout dans la stratégie de maintenant, parce que les équipes vont devoir de D1, notamment ambitieuses, vont devoir se positionner dans l'optique de la Magnus A12. Hein. Si elles visent toujours la Magnus, ça va être ce cahier des charges là aussi, auquel il va falloir être dans l'avantage, c'est que Montpellier, Lyon, ils ont déjà la structure administrative. Anglette aussi d'ailleurs, eux ils visent pas la montée, mais eux ils ont la structure administrative aussi quoi. Comme quoi c'est pas impossible même en dessous. Mais ça montre aussi que c'est pas qu'une question de moyens, hein, la restructuration. Voilà. Même si Lyon a de l'argent, Anglette Brest c'est quand même assez impressionnant à double titre parce qu'ils ont quand même réussi on les voyait pas forcément réussir aussi bien derrière la perte de leur président emblématique Briac qui s'investissait complètement dans ce club et finalement ils ont réussi une belle transition. Ouais, ils ont réussi une belle transition, je trouve. C'est un bon exemple pour tous les clubs qui ont l'impression d'être complètement dépendants d'un président ou d'un sponsor principal, c'est un bon exemple quand même. À voir maintenant s'ils arrivent à monter, s'ils veulent monter, s'ils peuvent monter, parce qu'on sait qu'ils avaient un discours un peu différent il y a pas longtemps. À voir. Le futur nous le dira. Puis ils ont un bon coach d'ailleurs parce que Philippe tout à l'heure on parlait pour la Magnus des défenses, enfin pour la D2 D1 d'ailleurs aussi, de la qualité des défenses. Aujourd'hui c'est Reims la meilleure défense si je me trompe pas, avec 70 buts encaissés si on regarde ce classement là, et puis derrière ça doit être Lyon. Donc voilà, les Rémois aussi peuvent faire quelque chose peut-être. Ils sont habitués aussi à jouer les playoffs. C'est Reims avec 70 buts encaissés et Lyon 73, c'est ça. C'est ça, exactement. Et donc Lyon un match en moins. Lyon un match en moins. Ouais, et attention à Bordeaux qu'on a pris 88 quand même. Hein, donc, ouais. Bah ils ont des problèmes de gardiens, ils sont un peu inconstants leurs gardiens. Bah, nous à Gap on connaît bien et c'est Michael Gasnier. Là. Il était plutôt bon en D1 mais il est un peu inconstant quoi. À Mulhouse il aime plus trop je crois, hein, Philippe.
Ah, disons qu'il y a eu une séparation difficile. Ouais, la douleur. Voilà. Le divorce. C'est ça. Le divorce. Et puis en attaque, c'est Brest qui est assez largement au-dessus du lot pour le coup avec 122 buts marqués en 24 parties. Là pour le coup, il y a un écart assez manifeste avec le deuxième, je pense. Courbevoie 110. Voilà, c'est ça. Montpellier 110 105. et après on passe 105 Montpellier, 102 Bordeaux. Et Lyon a un match en moins aussi, donc voilà, faut compter ça dedans. Mais... ça les met à 102 aussi, quoi. Voilà. Ouais. Il va falloir commencer à réfléchir au recrutement pour les équipes de Magnus déjà éliminées, parce qu'il y a des bons petits attaquants là, assez jeunes, bons physiques, bien grands. Kevin Gadouri, là j'ai regardé un peu le prospect. C'est vrai que ça pourrait intéresser la Magnus. Croto à Amiens. Bah oui. La rumeur est lancée. Si Martin Gaston pouvait faire jouer son carnet de contact, ce serait bien, pour une fois. Les équipes qui monteront pas en Magnus, elles risquent de perdre leur top player. C'est possible. Gadouri aussi, là. Ouais, Courbevoie, là, c'est clair. Il va finir en Magnus. La première ligne de Courbevoie, elle doit faire des envies, ça c'est sûr. Et puis l'équipe n'étant que 10ème, elle peut pas non plus vraiment... Moi je suis Harry Salo, je sais qu'on a des problèmes en attaque, on a un manque de physique en attaque. J'appelle Courbevoie, paf, Gadouri, je te propose un salaire, un contrat, et c'est fini. Ça va vite, le hockey avec toi, c'est bien. C'est ça qui est intéressant. Attends, on va pas prendre de risque. Un bon petit Québécois, déjà, le Québécois, c'est pratiquement une valeur sûre. Ouais. Quand il a fait 58 points en 24 matchs, moi je dis, pourquoi pas. Bah, regarde combien Martin Gascon il avait claqué de points en D1, et regarde combien il en a claqué cette année, tu vas voir. Ouais, mais l'année dernière, il a été bon aussi. Avec Dijon, c'est lui qui a fait gagner la coupe, hein. Il y a pas qui sur sa ligne déjà Je sais pas. Kiriando. Ouais, c'est qui? Ils étaient bien entourés aussi. C'est Kiriando. Sinon, au niveau du classement, on a quand même Neuilly qui est un peu dans l'anonymat, là, la 9ème place. Ouais, mais à force de changer aussi les 3 quarts de l'effectif chaque année, même presque au milieu de la saison, ils étaient sur un fil depuis plusieurs années, quoi. Ouais, on peut pas faire des miracles tout le temps. Pourtant, ils ont des beaux jeunes. Bah d'ailleurs, moi, je vais prendre Sherbatov direct. Plutôt que Gadouri, moi, je vais prendre Sherbatov personnellement. Vous faites votre marché, les gars, c'est bien ça. C'est vrai que Sherbatov, Sherbatov, c'est quand même un bon petit talent. Et puis. Mais surtout commercialement, c'est quelque chose parce que ses vidéos sur YouTube, elles tournent vraiment bien. Il est très connu, ce mec. Hein. Et ici, tu parles Sherbatov. Genre à Montréal, tu parles Sherbatov, ils connaissent. Hein. Mais t'appelles un sponsor, tu lui dis. Genre t'appelles McDonald's, tu leur dis ouais, pour prendre Sherbatov, j'ai besoin de 20 000. Le sponsor, il met 20 000 € sur la table, et tu payes rien du tout, et Sherbatov, il est à toi, tu vois. Ça peut être... C'est beau, hein. Tu fais porter le casque McDonald's, et puis c'est bon, hein. On va en parler à Thomas et moi, je crois. Qui ça? Bon, oubliez pas les gars que les bons buteurs de D1, il y en a un paquet qui sont partis en D2 aussi l'an dernier. Donc c'est pas dit, ce serait quand même un comble que ces joueurs-là aillent en D2, mais c'est pas un cas qui est à exclure complètement. C'est trop vrai qu'ils n'ont pas forcément une grande ambition personnelle, quoi. Ah, là, mais par contre aussi, discuter, ouais. Recruter en D1, ça marche pas à tous les coups. Genre, t'as des gros pointeurs de D1 qui confirment jamais en Magnus. Et vous savez ça, il y en a plus d'un. Ouais, c'est vrai que non, c'est ça. C'est aussi vrai, t'as des gros pointeurs en D1 qui font. Ah, mais d'accord. En Magnus. Bah, genre Carl Lozon qui était à Avignon. Maintenant, aujourd'hui, Chamonix, ils sont bien contents de l'avoir recruté, quoi. Bah, Lozon, il fait plusieurs années. Ouais, faut voir pourquoi faire aussi, parce que des joueurs qui sont des joueurs majeurs dans des équipes, qui sont de première ligne, qui sont assistants ou capitaines ou etc. Est-ce qu'ils vont apporter la même chose en étant 3ème ligne ou 4ème ligne, enfin 3ème ligne a priori ou 2ème ligne d'attaque, je sais pas. Faut voir quelle place leur donner, quoi. C'est une réflexion. Regarde, David Bastien, ça après ça se travaille à l'entraînement, quoi. Tu le verras genre pendant la période en août, pendant les stages d'été, autant ils peuvent gagner une seconde ligne, hein. À Gap notamment, surtout si t'as des Colin Moore ou Colin Circelli qui part, dans l'hypothèse où Kevin Gadouri viendrait, là il pourrait avoir sa place sur la seconde ligne. Mais même sur la première, parce que tu de toute façon il viendra pas. Regarde Martin Gascon, il jouait sur la première ligne, né en D1, et puis il est arrivé sur la première ligne. Ouais, ça pareil, dépend de quel club. Pareil Lozon. Ouais, ça se fait. Ouais. C'est vrai. Et là, dans les exemples récents, il y a Jens Eriksson qui était à Reims l'année dernière, 6ème pointeur, qui joue à Villars sur la première ligne. Voilà, et les petits gars, est-ce que vous aviez un petit truc à rajouter sur ce débat-là? Non, on a fait le tour un peu. Les Lions. On a fait le tour, donc on voyait bien
Nice Anglette se qualifier pour les playoffs en fin, et puis pour ce qui est des playdowns, ce serait peut-être malheureusement Mont-Blanc qui enfin pas pour les playdowns du coup, qui se retrouve directement en D2, ce qui serait c'est terrible pour le club. Mais bon, au moins il ferait jouer, là s'ils ont des bons jeunes, ça devrait être valorisé à ce niveau. D2. Ouais, en D2, ouais, absolument. Page NHL maintenant. Clément vient nous expliquer un peu ce qui se passe dans la grande ligue américaine un autre moment, univers. avec une équipe qui bat tous les records, enfin qui est très impressionnante, et puis voilà, Tout un à classement. Je ne sais pas de quelle équipe tu parles parce qu'il y en a plusieurs en ce moment. Les Chicago Blackhawks qui sont toujours premiers, invaincus en temps réglementaire avec 41 points, 22 victoires. Donc là, c'est la grosse performance. Nicolas, bien sûr, j'imagine ta joie Il y a eu 22 en voyant matchs. les matchs des Blackhawks en ce moment. Grâce aux 9 victoires. Suivi après des Ducks d'Anaheim avec 32 points, mais que 20 matchs joués, donc 2 matchs en retard. Record de la franchise. Meilleur départ de la franchise. Même quand ils avaient gagné la coupe en 2007, je crois que c'était 2006-2007, ils avaient pas fait mieux. En troisième, on retrouve les Canadiens de Montréal. Donc là, la petite surprise de cette saison raccourcie. 22 matchs joués et 32 points. S'ensuit après les Bruins de Boston avec 30 points en 19 matchs. Et on va directement passer au bas du classement avec les Lightning de Tampa Bay. Alors là, qui sont en chute libre, avec 19 points en 21 matchs. Donc ils avaient bien débuté la saison, et là ils sont en train de partir dans les bas-fonds de ce classement. On retrouve après en 28e position les Capitals de Washington, donc là toujours aussi mal en point, avec 17 points. 17 points aussi pour les Florida Panthers. Et enfin les Blue Jackets de Columbus ferment la marche avec 6 points. Mais on voit quand même du beau jeu, hein. Les Blue Jackets qui ont failli faire tomber Chicago. Ouais, donc, c'est là, l'équipe qu'on aime bien affronter, quoi. Qui monte Pas tant le que jeu ça. et qui perd. Non, plus maintenant. Il y a du... Non, Columbus, il travaille, c'est une équipe vraiment pénible à jouer, à mon avis. Puis Et comment même ça si se construit une bonne... là, il se passe des choses, et il y a vraiment des bons joueurs, hein. Nikitin, là, le russe qui est venu, c'est un bon défenseur. Avec Eriksson. Johnson, c'est solide. En défense. Ouais, le petit Eriksson. Et devant, il y a une chimie qui se crée. Et je pense que c'est vraiment une équipe difficile. D'ailleurs, leurs 3 derniers matchs sont allés en overtime. Preuve que c'est pas une équipe si facile que ça à jouer. Ils méritent pas vraiment leur dernière place. Hein. Je pense que ils valent un peu mieux que ça, quand même. Ouais, mais pour l'avenir, ils seront là, s'ils se construisent une bonne défense. T'as encore Murray en défenseur qui va arriver. Ils auront 3, je crois qu'ils ont 3 premiers choix de draft cette année. Ouais. Dans une draft dont l'annonce hyper prometteuse. Donc attention à Columbus, mais ce n'est pas le sujet du débat aujourd'hui. Je crois que c'était plutôt les Canadiens. Tout à fait. Écoute, la transition est parfaite, Pierre-Louis. On va parler donc du CH, le Canadien de hockey, qui réalise un début de saison donc pas historique, je dirais pas historique, mais très très bon. Alors qu'est-ce que vous en pensez, vous, les têtes à slap? Est-ce que vous pensez que c'est un renouveau pour le Canadien qui a été éliminé au play-off l'an passé, ou c'est une forme passagère? Pas facile de se prononcer là-dessus, mais Non. ils viennent de battre Boston quand même. Ils sont présents dans les gros matchs, ils rendent fiers leurs partisans. Il se passe quelque chose à Montréal. Après, venir sur la durée, ce sera autre chose, mais déjà en être là à ce point-là, c'est déjà un point super positif pour eux. Ça, je crois que c'est presque inattendu. Bah c'est inattendu, ouais, mais tout le mérite revient au personnel dirigeant qui a totalement changé qui a insufflé une nouvelle dynamique. La confiance est revenue, ils ont enlevé l'épine Scott Gomez, qui est clairement un poison pour le vestiaire. En plus, à Montréal, c'est comme Marseille avec l'OM. Hein. T'as un truc qui se passe mal, les médias ils sont là H24, ça ne fait qu'envenimer la situation. C'est Donc vrai. ils se sont débarrassés de ce poids mort. Ils sont allés chercher, et là moi je dis bravo, c'est Brandon Proust. Quel joueur en effet? C'est peut-être le meilleur, en tout cas le joueur le plus utile du Canadien aujourd'hui. Si le Canadien en est là aussi, c'est grâce à lui, parce qu'il se bat tout le temps. Genre, il donne une certaine garantie physique à l'équipe, il protège un peu, puis il a quand même il travaille dans les deux sens de la patinoire. C'est vraiment un joueur vraiment pas mal. D'ailleurs, Très bonne gestion Rangers d'intersaison, aujourd'hui est moins bon. Ouais, très bonne gestion. Après, parce qu'il y a les deux rookies là qui sont plutôt pas mal. Moi, j'aime beaucoup Gallagher. Moi, j'aime bien les petits ailiers comme ça qui vont au charbon, qui vont te foutre des grosses mises en comment ça s'appelle, mise en échec. Mise en échec. Ouais. J'en perds mon latin. Michael Ryder aussi. Ah oui, il vient le d'arriver, dernier move, donc on c'est verra. Ryder, ouais.
Ouais, c'était plus pour dégager de la masse salariale environ Cole qui faisait plus rien, qui voulait partir. Mais un bon échange encore une fois. Là, il travaille bien en ce moment, Montréal. Redressement spectaculaire, un peu ce qu'avait connu Ottawa l'an dernier. Est-ce que ça va suffire en série, parce que la série c'est quasiment sûr maintenant? Alors moi je suis entièrement d'accord avec ce que dit Pierre-Louis. Pour revenir sur la gestion, on a un Marc Bergevin qui est absolument fantastique dans la franchise, qui arrive à échanger un Ray Cole qui est quasiment à la retraite contre un Michael Ryder qui est meilleur pointeur de Dallas Stars, avec en prime un 3e choix à un repêchage qu'on annonce historique. Donc là, alors là c'est l'affaire du siècle, le gros big deal. Après, les rookies, on s'enflamme un peu, c'est un peu Montréal. On est toujours dans les extrêmes. Quand ça va bien, là, on pense déjà à la Stanley. Et quand, au contraire, ça va mal, là, c'est déjà la fin. Il faut virer les joueurs. Mais on a un bon noyau quand même à Montréal. Non, mais ça manque de vrai physique pour les séries, quoi. C'est ça. Mais attention à ton analyse sur l'échange quand même. Hein. Clément, n'oublie pas que Ryder, il est agent libre au mois de juillet, alors que Cole, il a encore quelques années de contrat. Il avait 3 ans. Les choses qui entrent en jeu. Mais je pense que 3 ans à 4 millions. C'est parfait comme ça, s'il est bon, tu le re-signes. Il est agent libre. Non, il re-signera pas, c'est sûr. Et s'il est pas bon, tu le laisses partir. Il re-signera pas. C'est un vrai risque, Non, mais il re-signera pas. C'est pas sûr qu'il re-signe. Faut déjà qu'il montre quelque chose, parce que pour l'instant, bon, il y a eu tous les voyages, donc ça compte pas trop, mais il a rien montré. Le plus grand risque, c'est de garder Cole, qui a encore un contrat de 3 ans, si je ne m'abuse, ou de prendre Ryder. Avec un contrat de 6. Ah, mais Ryder, il a l'avantage, c'est que le contrat, il est fini dans 2 mois, quoi. Mais voilà. Clairement. Après, je pense que l'année prochaine il te claque une saison à 50 points, t'es vert un peu. Tu parlais des rookies aussi. Mais faut pas oublier que Galchenyuk, c'est pas si souvent que le CH ils arrivent à repêcher aussitôt. Ils ont fait vraiment un bon choix, parce que je me souviens qu'à l'époque il y avait pas mal de gens au Québec qui militaient pour Grigorenko, qui jouait avec les Remparts de Québec, qui a fait quelques matchs avec Buffalo, mais c'était pas forcément très très productif, contrairement à Galchenyuk. Je pense que c'est des choses qui jouent. Et peut-être que cette saison dernière, qui était vraiment une des pires, ça a permis ça. Et s'ils n'avaient pas eu une saison aussi mauvaise l'an dernier, je pense qu'ils seraient peut-être pas aussi bons cette saison. Parce que d'habitude, ils font pas du tout confiance aux jeunes. Ça a permis de faire du ménage, ça a permis d'avoir un très bon choix en première ronde. Voilà. Là, ils étaient pas si mauvais les choix au repêchage des Canadiens. Attends, sur les 6 dernières années, on a dû quand même avoir Carey Price, aujourd'hui qui est un bon gardien quand même, pas négligeable. Et après, t'as Pacioretty qui a été recruté en draft. Tout ça, c'est pas pire. Oui, mais ça fait longtemps quand même. Les derniers choix de draft, là, ils sont tous en NCAA. Soit ils sont à Hamilton, et ils sont pas encore prêts. Ils ont pu avoir un joueur qui est prêt tout de suite, là. Ouais. C'est ça dont ils avaient besoin. Après, c'est une volonté du coach, c'est juste qu'il a pas envie de monter Louis Leblanc. T'as Louis Leblanc, t'as Tinordi à Hamilton qui sont vraiment très forts. Tinordi, un excellent défenseur au gabarit. C'est exactement ce qu'il faut à Montréal. J'ai entendu récemment que Marc Bergevin prospectait pour un défenseur physique. T'as Joseph Tinordi à Hamilton, qu'est-ce que t'attends pour le remonter, quoi? Il est pas au niveau, c'est tout. Il est jeune. Il est très jeune aussi. Ouais, pour un défenseur, c'est le moment. Si tu tentes pas maintenant, tu tentes jamais. Bah si, l'an prochain. Gallagher, l'an dernier, il avait fait un excellent camp des recrues. Ils l'ont pas pris. Regarde, cette année, il est largement au niveau. Est-ce que si on l'avait fait jouer l'an dernier, ce serait pareil? On ne sait pas, mais c'est pas sûr. Quand t'as des défenseurs qui sont limites... Ça serait coupé en deux, il aurait perdu tout moral. Il apporte sa fraîcheur. Surtout à Montréal, où tu peux vraiment griller des joueurs assez rapidement. Ah oui, les jeunes. Bah, il y a combien de jeunes qui se sont fait défoncer à Montréal? Par la presse, j'entends. Un peu trop. Ça, c'est la presse. Ouais. Et je pense que même dans toute leur approche Bergevin terrien, ils veulent aussi redonner une certaine identité québécoise, francophone. Donc je pense que dans toute cette approche, ça ramène vraiment un climat plutôt positif, un climat de confiance. Je pense que ça fait du bien à tout le monde au final, et ça favorise aussi des bonnes performances. Même sa gestion du cap Pika Subban, il a pratiquement pas fléchi par rapport à son offre initiale. C'est vrai. En plus, Piqué, il a une nouvelle mentalité un peu là. Puis aussi là, c'est que les Canadiens, ils ont de la chance, ils ont eu presque toutes leurs parties à domicile au début. Aussi un peu de chance avec l'arbitrage, parce qu'il y a quand même un but refusé contre Ottawa. Tu te demandes pas ce que l'arbitre a pris comme substance illicite, mais quelle substance illicite il a pris là? C'est pas s'il en a pris ou pas, si tu veux savoir la destination du truc, parce que c'est costaud. Ouais, voilà, justement. Après, jeu contre Toronto, là, il y a l'arbitre de ligne qui te fait un engagement. Quand c'est Grabowski, je crois, qui est encore à moitié sur les genoux, il relâche le palais. Du coup, c'est Dernay qui gagne l'engagement.
ça donne à Pachoriti, ça fait but vainqueur. Tu sais, il y a 2 petites 3 où ils ont profité des erreurs d'arbitrage, quoi. Peut-être que ça va s'équilibrer, mais pour l'instant, ça aide la dynamique, quoi. Ce qui est étonnant aussi, c'est qu'ils ont pas, enfin, c'est vraiment le collectif qui prend le dessus, hein. Je crois que le meilleur pointeur, ça doit être Pacioretty, il doit être 25e au classement des meilleurs pointeurs de la ligue. C'est vraiment, voilà, ça c'est un peu dans l'ADN montréalais, quoi. C'est un gros collectif. Pour moi, il n'y a pas de gros stars. Qui est pas formidable. Non, il y a pas de La star. plus grosse star la pour moi, petite c'est Subban, éventuellement, c'est Subban ou Price, mais t'as pas comme maintenant, tu vas aller à Vancouver, tu vas prendre les frères Céline, tu vas aller à Washington, t'as Ovechkin, tu vas aller à Chicago, t'as Tace et Kane. Les Canucks, c'est pas du tout, t'as pas de superstar de NHL. C'est peut-être ça le problème de Montréal, parce que tu vois, ils ont aucun leadership et en playoff. Bah si, il y a du leadership avec Proust là, Piquet, c'est du leadership. Le capitaine Jonta, t'as l'impression qu'il va s'écraser hier. Tu l'as vu contre Boston. Putain, il était en train de discuter avec Bergeron. Là, t'avais l'impression qu'il allait s'écraser, quoi. Mais c'est une autorité. C'est pas un gars qui rameute le vestiaire. T'en sais rien, t'es pas dans le vestiaire. Mais c'est une bonne chose sur la glace, il va pas travailler dans les coins, tu vois, il lâche les rondelles. Non, franchement, l'exemple pour moi là dans le Canadien là, c'est des joueurs comme Andrei Markov ou Alexei Melin, qui va vraiment travailler dans les coins, qui mettent des charges. Mais c'est des défenseurs en même temps, c'est normal qu'ils mettent des charges, tu vois, qu'ils donnent le pas. Markov qui a été blessé l'an dernier aussi, qui était ouais, c'est vrai que l'an dernier il y a eu pour cette mauvaise aussi. Mais le truc tu peux le voir de deux façons, soit tu dis qu'il n'y a pas de leader, soit tu dis qu'il n'y a pas de joueur star, mais si tu le prends du côté où tu dis il n'y a pas de joueur star, moi je pense que c'est une bonne chose. Dans un vestiaire jeune, c'est une bonne chose de pas avoir de star. Regarde à Amiens, t'as un vestiaire jeune et t'as Martin Gascon et Kevin Bergin qui sont les deux papes du vestiaire. Bah tu vois comment ça se passe contre une équipe de Strasbourg qui, pour le coup, a pas vraiment de leader. Donc voilà. Ouais, et puis il faut. Il y a des recrues qui sont importants, quoi. Ryder, ça se discute au niveau stratégique sur le long terme, mais c'est un joueur qui a été à Montréal et qui a aimé jouer pour ce club et qui a été à une époque dont on se souvient et tout. Il y a Bouillon qui était revenu, parce que c'est aussi la stratégie de faire revenir des joueurs qui aiment ce club et qui aiment ce maillot, et ça recrée quelque chose aussi. Je pense que vraiment c'est important. Bouillon qui est revenu alors qu'il avait visiblement, d'après la presse locale, des offres d'autres équipes qui étaient plus lucratives, mais il a préféré revenir à Montréal. Voilà, c'est ça. Il faut créer quelque chose. Les derniers rapports sont que Marc Bergevin il cherche encore à ramener quelques anciens du CH. Il y a pas trop de noms qui filtrent, mais en tout cas, visiblement, non, d'après les informations que j'ai lues, ça ne concernerait ni Komisarek qui est sur la route du départ à Toronto, ni Saku Koivu par exemple. Mais c'est des rumeurs assez bien entretenues dans la presse. Bah, je crois que c'est bien vu en tout cas. Hein. À défaut d'avoir les moyens de ramener une superstar qui pourrait casser une dynamique, c'est bien des joueurs volontaires qui sont pas clinquants sur le papier, mais à l'arrivée ça fait 4 lignes solides. Une défense. Pacioretty c'est quand même un top joueur, hein. Faut pas exagérer. Après t'as une superbe défense aussi, avec des joueurs comme Diaz là, les jeunes Diaz. Non mais ils prennent beaucoup de super bon Montréal. Bah depuis 2 matchs parce qu'avant ça allait encore. Mais ça fait 2 matchs. Contre un Pittsburgh qui a pas Malkin, tu dois pas prendre. Je veux dire, tu sais d'où vient le danger. Et normalement, quand tu sais d'où vient le danger, t'es pas assez con pour en prendre une 7. Enfin, je sais pas. Elles sont encore perfectibles. C'est pas bizarre. C'est une exception. Globalement, depuis le début de la saison, la défense de Montréal, elle est solide. Non, mais surtout là, sur les derniers matchs, Price, il était pas au top. De toute façon, pour moi, il est clairement surévalué. Même j'étais pas les tomates. Mais ils sont un peu troués, Price aussi. Boudaille, c'est un bon backup ou pas? Il a fait 30 arrêts, je crois, contre. Ouais, mais il est chaud en ce moment. Mais Boudaille, il est sur une bonne. C'est bon, il est bon. Mais il parlait de. Je peux trouver mieux quand même. Il parlait de remonter le gardien d'Hamilton. Là, c'est Tomizarek, un truc comme ça, qui fait du bon travail à Hamilton. Et il voulait le récompenser, donc peut-être le passer en backup. Oh, mais là, tu peux pas faire ça. La saison est trop courte. C'est compliqué, ouais. Puis c'est n'importe quoi. D'expérience derrière. Sauf si Price se blesse, mais. Et je sais pas si vous avez remarqué les problèmes qu'il y a à Price en ce moment sur le stick side. C'est un article d'un site internet là qui a mis au jour ces problèmes. En gros, je crois que sur les 3 derniers matchs, il a pris un nombre impressionnant de buts du côté du bâton. Et du coup, ah oui. Clairement là, il y a un gros problème. Puis Price en fusillade, tu sais que 2 fois sur 3, il prend le but, quoi. Non, mais c'est ce qui s'est passé dans le match de Pittsburgh. On voit que sur quasiment les 3/4 des shoots, ils sont tirés du côté du stick side. Donc maintenant, les coachs ils commencent à savoir les faiblesses de Price, et là, il va falloir retravailler à l'entraînement. Après 4 ans dans la Ligue nationale, ils comprennent les faiblesses des gardiens. Putain.
C'est la NHL, Ah, c'est une petite ligue, hein, parce qu'en Ligue Magnus, il a fallu 2 journées pour trouver les faiblesses de Girard quand même. Hein. Donc, Girard? C'est qui Girard? un petit gardien qui veut jouer en équipe de France. 7 buts après le deuxième match. Non mais d'ailleurs il a fait des bons playoffs. Ne lui jetons pas la pierre. Il y a aussi du côté des Canadiens, il y a aussi, il me semble, le fait qu'il n'y ait pas de star, il joue peut-être, mais il y a l'air d'avoir une rigueur tactique assez présente, quoi. Il y a un dévouement à la cause collective et au coach, etc. Et ça donne quand même pour une l'instant, équipe qui est pas passe, flamboyante, mais qui est intéressante, quoi. Parce que l'an dernier, c'est sûr que le discours il passait plus. Après, t'as eu l'épisode du coach anglophone, donc ça aide pas à avoir beaucoup plus de... Tu peux pas travailler en sérénité, quoi, avec tous les médias francophones, anglophobes presque. Non mais c'est vrai. Et donc là ils ont une petite trappe, ils font une trappe en gros où ils sont avec un bon pressing avant, ils sont assez mobiles quand même. Ça marche. Est-ce que par contre en play-off j'ai quand même des doutes, mais pour la saison régulière ça suffit et c'est ce que demandaient les partisans pour cette première année du renouveau. Et tant mieux. Faut voir, je pense pas qu'il y a beaucoup d'équipes qui seront contentes de les jouer en play-off. Parce qu'une équipe qui a beaucoup d'engagement comme ça, qu'on affronte un peu... Ils ont de l'engagement, mais ils ont pas assez de physique au bout d'un moment. C'est avec toute la bonne volonté du monde, Gallagher face à Chara, il fera plus le poids, quoi. Tu le veuilles ou non. Surtout en play-off, Chara va augmenter son niveau de jeu, son intensité de jeu. Gallagher, est-ce que lui il a encore de la marge? Bon, on sait pas. Donc attendons de voir. Mais bon, 1m80 contre 2m et quelques... T'as beau mettre tout le cœur du monde, David contre Goliath, ça marche une fois, mais sur 7 matchs, ça marche moins, quoi. Ouais, mais j'ai l'impression qu'ils sont assez peu dépendants d'un ou deux joueurs, et que du coup, c'est un gage de réussite aussi. Il y a pas mal de blessures en ce moment il y a des gardiens aussi, mais il y a pas mal de blessures, et il me semble un peu préservé de ça. La preuve, c'est qu'ils ont quand même géré le cas Subban plutôt très correctement, les échanges, les intégrations de joueurs, les départs, il y a quand même un fond intéressant, quoi. Si demain Proust se blesse avec une commotion cérébrale dans une de ses bagarres, ils vont le sentir. Les blessures, c'est vraiment le facteur X, hein, parce qu'il y a une recrudescence notamment des commotions cérébrales en ce moment. À propos de commotion cérébrale, Malkin il revient au jeu ce soir contre Tampa Bay. Ouais, mais les commotions c'est bizarre. Souvent c'est symptômes de commotion maintenant. Bah oui. C'est même plus vraiment commotion. Du coup t'as l'impression que t'as tout le temps commotion, mais pas forcément plus qu'avant, quoi. C'est une impression. En ce moment, il y a Raphaël Diaz notamment au CH là, l'excellent défenseur suisse. Et Bourque aussi. Ça fait un très bon début de saison. Ouais, voilà. Inattendu d'ailleurs. Diaz, inattendu en début de saison. Il a porté le powerplay, depuis ça va plus très bien d'ailleurs. D'ailleurs, une autre faille du Canadien, c'est que le powerplay ça va pas. Pourtant il y a Markov, il y a Subban, ça devrait aller un peu mieux, quoi. Ouais, mais c'est pas le prototype d'équipe qui est techniquement incapable de très bien maîtriser un powerplay, je pense. Techniquement ça peut le faire, mais après le powerplay c'est pas seulement une question de technique. Ça serait trop facile si la somme d'individualité suffisait. Regarde à Chicago, t'as le meilleur top 4 offensif du monde avec un des meilleurs défenseurs du monde à la pointe. Ouais, c'est vrai. Ça, tu vois, donc ça suffit. Enfin, il faut trouver la chimie. La fameuse chimie. Ouais, en tout cas c'est pas mal, quoi, en ayant tous ces chantiers devant eux et en continuant de signer des bons résultats, on peut leur promettre quand même un avenir assez intéressant. Voilà, ils ont pas mal de matchs sur la route aussi, on va voir comment ils gèrent tout ça. C'est leur première série quasiment à l'étranger, donc à voir. C'est pas pareil. Voilà, la sirène retentit. La sirène pour les Canadiens, qui sont, on est content quand même globalement qu'ils fassent une belle saison comme ça. C'est notre pas vraiment, mais quand même c'est comme ça. Et moi je le dis haut et fort, hein. Vive le Québec libre. Pierre-Louis le dit mal. Ouais, très mal. Pierre-Louis très mal. Mais Pierre-Louis, tu es trop dans le négatif, Pierre-Louis. Non mais pauvre sénateur d'Ottawa. Ouais, c'est vrai. On va passer à la page français de l'étranger avec toi, Philippe. Et voilà, tu vas nous parler de 3-4 joueurs français qui continuent de faire de belles choses à l'étranger. Ouais, je vais vous en parler de 3 pour être précis. Petit point NHL pour commencer, comme d'habitude, avec Antoine Roussel qui est vraiment match après match qui impressionne. Après avoir joué en 4ème ligne, après avoir joué en 3ème ligne depuis le récent échange de Michael Ryder, il joue en 2ème ligne avec... tout d'abord, il a joué avec Louis Eriksson
et Derek Roy. Et maintenant il joue avec Derek Roy et Eric Cole. Et donc pour l'instant il en a 13 matchs joués, 4 buts, 4 assists, quelques bagarres. Et puis pour l'anecdote, s'il était sur un rythme d'une saison de 82 matchs, il serait, d'après les calculs purement mathématiques, à 73 matchs joués, il aurait marqué à ce rythme plus de 20 buts, plus de 20 assists, ça fait donc plus de 40 points. Et tout ceci avec seulement 8 minutes en moyenne de temps de jeu. Donc je sais pas si vous vous rendez compte, sachant que les meilleurs joueurs d'une équipe jouent entre 15 et 20 minutes par match, ils ne jouent pas sur l'avantage numérique. Ils passent pas mal de temps en prison quand ils se bagarrent. Donc c'est quand même des facteurs qui sont vraiment très encourageants. Ouais, puis on le voit comme tu dis, s'il fait bouger de ligne le coach, etc., c'est que je veux pas dire qu'il cherche à construire autour de lui, mais voilà quoi, il a une bonne idée de son profil, de ce qu'il peut apporter et de à qui il peut l'associer quoi. C'est intéressant ça. Il ne lui manque plus que de jouer avec Jaromir Jagr et Jamie Benn, et il aura joué avec à peu près tout le monde dans l'équipe. Puis quatrième recrue du mois aussi, NHL. Ouais, c'est vrai. C'est nominé pour la recrue du mois. Il n'y a pas que nous qui le regardons. Pas sélectionné. Ouais. Je ne vais par contre pas vous parler de Stéphane Dacosta cette fois, qui a été renvoyé à Binghamton en Ligue américaine. Mais quand même. Par contre, on va vous parler de Damien Fleury, parce qu'on peut faire un petit cocorico. C'est pas tous les jours qu'on a un Français meilleur buteur de la 2e division suédoise. On peut lui jeter des fleurs, j'ai envie de te dire. Ouais. Damien a marqué 29 buts, sachant qu'il relègue le 2e meilleur buteur à 24 buts seulement. Donc il y a quand même un sacré fossé. 4e meilleur pointeur au total. Je pense que c'est vraiment très bien. Maintenant il va se disputer pour la montée en élite syrienne avec son équipe, pour avoir la chance de remontrer ses talents de buteur dans ce championnat où il a eu un petit peu de difficulté l'an dernier. Ça va être très dur comme d'habitude, parce que ça va se jouer contre des équipes d'élite syrienne et d'autres équipes d'Olzenskan. C'est une poule, ils vont tous se jouer, et puis à la fin de la poule, les 2 premiers iront en élite. Et petit dernier, je vais vous parler de Benjamin Diodé-Fauvel. Donc ce nom ne vous dit peut-être rien. C'est un Français qui a 26 ans, qui a joué quelques années en France et qui passe sa 4e saison aux États-Unis. Après 2 saisons dans la Ligue centrale de hockey à Laredo, il est allé l'an dernier en East Coast Hockey League, donc ce qu'on peut assimiler à la 3e division du hockey nord-américain en professionnel. Et après avoir été nommé meilleur progressant dans l'équipe la saison dernière, il a joué un petit peu moins cette saison. On peut soupçonner un impact du lockout, des joueurs qui sont descendus d'une marche. Mais actuellement il joue pas mal, il n'hésite pas à charger très fort, comme il l'a montré déjà par le passé dans la CHL. Il n'hésite pas à tomber les gants, il tire beaucoup au but, il a pas beaucoup de réussite pour l'instant, mais en 38 matchs cette saison il a 3 buts, 7 assists. C'est plutôt pas mal malgré tout. Et pour faire la comparaison, dans cette East Coast Hockey League, on a eu quelques Français par le passé, notamment Laurent Meunier, Luc Tardif Junior la saison passée, Antonin Manavian a tenté de faire son trou mais a rapidement été coupé, Antoine Roussel y a joué quelques temps, et Eddie Ferry qui avait été dans les buts. Si vous regardez le point commun de tous ces joueurs que j'ai cités, en dehors de Benjamin Diodé-Fauvel, c'est qu'ils jouent ou ont joué en équipe de France plus ou moins longtemps. Dès lors, Benjamin Diodé-Fauvel, ce serait bien de l'essayer, même si c'est difficile, parce qu'il est en Amérique du Nord, de l'amener pour les regroupements. Mais bon, je pense qu'il mérite sa place. Et ouais, donc, il a un déficit en défense, quoi. En équipe de France, sur la première ligne ou la deuxième, on voit à peu près qui on met. Quoique, Bachet prend sa retraite, là, donc faudra un remplaçant. Mais sur la 3e ligne, on hésite. Il y a Moisan, Morand, Diodé-Fauvel qui peut se rendre... Il a du gabarit, il sait jouer physique. C'est important pour l'équipe de France parce que ça manque. Il me semble qu'à une de ces 2 saisons à Laredo, il avait été quand même nommé parmi ses pairs, parmi un des meilleurs joueurs distributeurs de charges, si vous voulez, de mise en échec. D'accord. Ouais. Dans un championnat qui est quand même réputé assez rugueux. Joueur d'impact, quoi. C'est quand même une belle reconnaissance, je pense. Ce qui va nous mener donc à notre débat. Eh oui, parce qu'il y en a qui sont pas encore partis. Dans le voilà. Qui sont les joueurs en France ou en équipe de France qui peuvent, voire qui doivent aller vers l'étranger pour continuer leur progression et a posteriori pour le bien de l'équipe de France.
Donc moi j'ai quelques noms. Moi je pense en premier bien sûr balance le listing. Au gardien d'Angers, Florian Hardy. Parce que je pense que là il commence à être dans la force de l'âge pour un gardien et qu'il va commencer à perdre son temps s'il reste en France. Faut pas hésiter à aller faire des camps, à tenter sa chance à l'étranger. Et surtout qu'il a un contact là-bas maintenant, parce que avec le coach des gardiens que Angers a embauché pour lui, c'est un mec qui a pas mal de contacts en Pennsylvanie et qui forme beaucoup de gardiens là-bas, donc il y a peut-être une place. Ah oui, vous voyez les États-Unis pour lui, c'est non, quand tu parles. Personnellement, je pense pas aux États-Unis personnellement, parce que dans cette optique de penser à l'équipe de France, ça sera pénalisant si ça le rend indisponible. Je vais finir ma petite liste. Après, je vais vous laisser débattre. Je pense qu'il y a aussi quelqu'un dont on ne parle pas forcément beaucoup, mais c'est Loïc Lamperrier, qui maintenant a fait quelques bonnes saisons en équipe de France, en Ligue Magnus, qui est en bout de banc en équipe de France et qui, à mon avis, pour passer à un palier supérieur, devrait s'expatrier. Ensuite, quelques plus jeunes. On pourrait évoquer les noms d'Anthony Reck et de Nicolas Ritz. Maintenant, ils sont assez jeunes, c'est difficile de s'expatrier quand on est si jeune, parce que on l'a vu avec Anthony Goutic cette année. Ils font pas forcément de sentiments, vu que à l'étranger, en Suède, en Finlande, quand on arrive, on est considéré comme un Canadien en France, par exemple. Il faut livrer la marchandise, il faut marquer des buts, il faut faire des passes, et on a un petit peu moins le droit à l'erreur. Donc voilà, ça c'est les noms que je pense sont les plus cohérent à mes yeux. Maintenant, qu'est-ce que vous en pensez? Juste Philippe, que tu nous expliques un truc peut-être, parce que tout le monde n'a pas une connaissance du niveau de chaque championnat, de dire en gros c'est quoi au-dessus de la Magnus, après c'est quoi de les championnats de plus en plus forts, quoi. En gros, où on classe là-dedans la Suisse, la Suède, la Finlande, bon on parle évidemment pas de la NHL, mais voir les ligues mineures américaines, comment tu vois ça, toi, aujourd'hui, un jeune Français, est-ce qu'il y a une marche, un championnat un peu intermédiaire qui est plus fort que la Magnus, mais qui est pas au niveau des top championnats, qui est pas la KHL, qui est pas la NHL? Moi, je pense on l'a vu par le passé, il y a deux championnats qui sont très bien pour se lancer à l'étranger. C'est la deuxième division suédoise et la deuxième division finlandaise qui permettent, si on performe bien, d'avoir des opportunités en élite. On l'a vu avec Johan Ovitu, qui était bon dans un club d'élite finlandaise, mais qui a longtemps fait ses classes en deuxième division. On le voit avec Damien Fleury, on l'a vu avec Pierre-Édouard Bellemare. Donc du coup, il y a déjà des modèles aussi, c'est peut-être plus voilà, il y a pour les des clubs modèles. En français, ça parle un peu déjà. Et enfin, il y a un championnat où je ne comprends pas qu'on n'ait pas plus de représentants. On a Laurent Meunier actuellement, c'est la DEL, le championnat allemand. Parce que dans la fin des années 90, au début des années 2000, on a quand même eu énormément de représentants. On a eu Fabrice Lenry qui a joué en Allemagne, on a eu Christian Pouget, Philippe Boson, plus quelques autres. Et je peux vous dire que c'est Pouget et Boson. En plus, il y a du public, c'est un championnat passionnant, quoi. Ouais, c'est un beau championnat. Pouget et Boson qui sont parmi les icônes de cette génération. Je peux vous dire qu'aujourd'hui à Mannheim où ils ont joué, on voit encore des maillots floqués à leur nom dans les soirs de match. C'est des joueurs qui ne l'ont pas oublié là-bas, et je pense qu'il y a des places peut-être à se faire. C'est un championnat très tourné vers un jeu américain. Il y a énormément de renforts états-uniens, canadiens, et je pense que Laurent Meunier a ouvert peut-être une brèche, mais personne ne s'est encore engouffré dedans. On a vu Eric Fay aussi plus récemment, qui avait été un peu avant Laurent Meunier. Même pas trop l'Allemagne, on peut faire la Suisse. Il y a Eric Fay qui était. Ouais, Eric Fay, exactement. De toute façon, tu veux qui est en DL? Parce que moi, à part genre Fleury ou les frères Treille, ou avec Fay, même pas avec Fay, parce que maintenant qu'il est défenseur, c'est pas sûr. Je vois pas trop qui pourrait aller en DL en ce moment, quoi. Après c'est le profil. Je pense qu'il faut tenter sa chance, sans aller au-delà du profil. Il faut que les joueurs fassent des camps, faut que les joueurs prennent des agents pour avoir des contacts, et qu'ils aillent et fassent faire leurs preuves. Il y a aussi on avait quand même pas mal mentionné le fait que les Français étaient pas très présents dans les classements pointeurs, etc. en Magnus, et au niveau de l'importance qu'ils ont dans leur club. Est-ce que ça, c'est pas un souci aussi, quoi? Qu'ils prennent déjà de la responsabilité dans les clubs français avant de... Qu'on les leur donne aussi. Mais c'est ça, le débat est double, hein, mais... Pour reprendre deux noms que j'ai pris, là, Lamperrier, qui est quand même maintenant à des saisons assez intéressantes depuis quelques saisons. Je pense que il va pas forcément aller beaucoup plus haut. Un mec comme Nicolas Ritz, chaque saison maintenant, depuis 4 ans, il progresse en termes de points. Ouais, il faut que Lamperrier il s'expatrie aussi.
Lampérier, c'est quand même le gros gâchis parce que il franchira jamais le cap. Lampérier, il jouait à l'époque avec les Antoine Roussel, les Johan Obitou, donc ils étaient dans la même génération. Johan Obitou, Antoine Roussel, ils se sont expatriés. Stéphane Dacosta aussi. Lampérier, il a décidé de rester. On voit le résultat. Il a décidé, il a pas pu. C'est dommage quand même parce que tu vois la différence au niveau après. Ouais, après, il y a autant de cas différents. Hein, c'est ce que disait Antoine Roussel dans son interview. Lui, c'est la famille carrément qui est partie avec lui, etc. Il a eu de la chance. Lui, c'est plus facile dans ce cas-là. Je pense que c'est intéressant que tu développes PL parce que tu nous parles de l'Autriche et c'est vrai qu'on y a Antonin Madavien, bon, qu'on connaît une saison assez difficile avec Innsbruck qui était un promu avec une très petite équipe. Maintenant, on a aussi Yorick Trey. Donc il y a peut-être la cote maintenant des joueurs français là-bas qui peut monter. Damien Roy avait passé un essai il y a quelques années. Pour le club croate là. Le club de Zagreb effectivement. Bah, cet été, non? Non, la saison d'avant quand il avait été à Grenoble puis un. Ah oui, exact. Et puis l'Autriche, l'Autriche, je pense que en Suisse ou en Allemagne, on a plus un œil sur l'Autriche que sur le championnat français. Oui, c'est pour ça que j'ai dit l'Autriche par rapport à la DEL. C'est un peu genre la ligue de développement quasiment. Non mais tu vas jouer à Red Bull Salzbourg, après tu vas jouer au Red Bull Munich. Voilà, ce serait bien que Trey fasse ça d'ailleurs. C'est une progression dans ce sens-là, Yorick bien sûr. Déjà, ouais, c'est arrivé dans une structure, les Red Bull Salzbourg, c'est quand même considérable en termes d'équipement, de travail, de staff, etc. C'est déjà un autre monde par rapport à la Magnus, quoi. C'est une véritable institution. Il y a 3 ans. Ouais. Exact. Bah, Rouen aussi dans ce cas. Bah oui. Pourtant, tu vas pas voir des jeunes Allemands s'exiler à Rouen, bizarrement. Bizarre. C'est un tort. Bien sûrement. Mais pour les il y a des jeunes Slovènes, apparemment. Ouais, bah oui. Mais les jeunes Rouennais, là, Rek et Gutiérrez, Gutiérrez, il l'a déjà fait quand il était plus jeune, en partant en République tchèque. Mais il faudrait que Rek, maintenant qu'il a fini ses études, là, qu'il finit en ce moment, faut qu'il se casse, là. Il y avait eu des rumeurs déjà l'an dernier. Bah oui, mais il voulait finir. Là, il a fini. Ouais, c'est ça. Mais le problème, c'est que cette année, il était moins présent, quoi. Non, mais attends les playoffs. Slovaquie, République tchèque, ça, ouais, on n'a pas tellement parlé. C'est vraiment en dessous, ou alors c'est plus compliqué pour un Français de s'y. Slovaquie aussi en dessous, quand même. Bah, regarde la République tchèque. Gutiérrez, il est parti là-bas à 15 ans. Il parlait pas un mot de la langue, il est parti tout seul. Donc imagine comment c'est difficile pour un jeune de 15 ans de s'exiler tout seul. Charles Bertrand était parti en Slovaquie. L'an dernier, on avait un jeune amiénois, mais qui est assez, qui est revenu au bout d'une saison, qui a signé à Neuilly cette saison, l'élan Koundrier. Non? L'élan Koundrier qui était en Slovaquie. Qui était en Slovaquie, il me semble, il y a 2 ans peut-être, qui était l'an dernier à Amiens et qui est ensuite allé à Neuilly. Mais en parlant d'Amiens, là, il y a un jeune français d'Amiens, Morin Bouvet, qui devrait partir aux États-Unis cet été, là. Je pense que sa chance. Ce serait une très bonne chose, ça. Il a beaucoup de talent et à Amiens, il a bien compris que le président, qui plafonne, et puis que le président, il parle d'ambition 2014, mais laisse malgré tout les clés à Martin Gascon, quoi. Donc, moi, je pense que Bouvet, Carpentier, le petit frère Leclerc, ils ont tout intérêt à partir maintenant, prendre du physique, jouer avec plein de joueurs différents, alors que ici ils vont vite. D'ailleurs, il y a bientôt le sortir du cocon déjà, ouais. Il y a le championnat moins de 18 ans, dans pas si longtemps du monde, il faudra qu'ils se fassent repérer certains, alors qu'ils en profitent de cette échéance. Kevin Bozan qui a participé. Mais il est déjà en Suisse, donc c'est un peu différent. Mais c'est vrai qu'il y a l'exemple de Roussel, d'Acosta et tout, ça décomplexe quand même pas mal sur le Il y en a eu plein qui sont sortis en Suisse. On va voir ce que ça donne, mais t'as déjà des joueurs intéressants qui ont été formés en Suisse, genre Berton, Barbero, les frères Barbero, Riemann, les frères Pivron, Timothée Boson. Bah même, ouais, les frères Boson aussi d'ailleurs. On verra ce que c'est quand même difficile, les gens qui s'exilent tout seuls, là ils s'exilent entre frères, c'est plus facile. Ouais, tout seul, c'est chaud. C'est pour ça que Bouvet, Carpentier et Leclerc, faudrait qu'ils partent à 3, ce serait bien. Il y a eu Dimitri Thier qui s'était exilé en Finlande aussi, comme ça, tout seul pendant 1 an, qui est à Rouen en ce moment. Un bon centre aussi. L'avantage des pays, je pense, comme la Finlande, la Suède, ils sont beaucoup plus facilement anglophones que en comparaison avec la France déjà, par exemple, où faut dire ce qu'il y a, on n'est pas forcément très bon en langue étrangère et en anglais, ce qui est quand même assez important pour s'intégrer. Mais quand on va en République tchèque, quand on va en Slovaquie, je pense que là-bas le choc culturel est non négligeable et sans doute encore plus important. Ouais, je pense que c'est juste incroyable. À mon avis, l'anglais des Tchèques, ça doit pas être.
pas être terrible. Non, mais le bon compromis, c'est quand même la Suisse, c'est vrai, il n'y a pas la barrière de la langue, la culture qui est similaire, c'est vrai que l'intégration est plus facile que de partir en République tchèque, en Pologne, pourquoi pas. Là, c'est plus simple, la Suisse, et puis tu vas au Servette Genève, t'es juste à côté de la France, t'as un super centre de il y a pas formation. des questions de quotas qui rentrent en ligne de jeu aussi pour le temps de jeu. En Suisse, ouais, mais est-ce qu'ils sont pas super durs là-dessus sur le choix de leurs étrangers et qu'il y a des championnats du coup plus ouverts que d'autres. Ouais, mais si tu rentres en U15, tu peux te faire ta place plus tard, quoi. Faut arriver. t'as une licence, non mais t'acquiers une licence suisse, tu comptes plus dans le contingent étranger par exemple. C'est ça. en Suisse. C'est une question d'âge. Ouais, Faut arriver ça, vraiment jeune. ça se prend au bout de certaines années, la licence Ouais, suisse, ouais. tu l'as pas Oui, dessus. oui. Mais genre, si les Français ils partent assez tôt, Ils partent vers, ouais, souvent ils y vont vers 14-15 ans. 14-15 ans. ils sont pas trop gênés par cette barrière-là au final. C'est là, je vrai crois Le problème, au final, c'est de partir trop tard. Tu vois, même Gutiérrez, là, c'est pratiquement trop tard. Les Gutiérrez, Bah, il est non. déjà parti. Bah oui. Le problème Mais là, quand si tu veux vraiment faire une place dans un grand championnat d'Europe, Bah il part en Allsvenskan. Ou au Mestis. Il a la place, hein. Au Messi, quel âge il y a la place. Hein, il a 19 ans. Il a 20 ans, il est de 92, 21 ans bientôt. la meilleure Mestis, la ouais, meilleure il a la filière, place, je pense, pour aller en élite, c'est quand même ce qu'on fait, par exemple au Vitu. Bertrand, c'est d'être dans l'équipe U20 d'un club d'élite pour gravir un peu les échelons dans ce club. C'est quand même plus difficile quand on passe par la deuxième division dans un club en étant déjà senior, surtout quand on a 21, 22 ans. On est peut-être un peu en deux eaux, parce qu'on est plus U20, donc on n'est plus éligible pour ces équipes jeunes, on n'a peut-être pas forcément le niveau déjà ou la maturité. Ouais. Et l'encadrement n'est pas le même. C'est bien d'être encadré en tant que jeune et d'avoir du coup peut-être un staff qui est plus proche, peut-être plus attentif aussi au confort des jeunes, etc. Quoi. C'est aussi un avantage. Quoi. Après, quand on est étranger et qu'on est en senior, je pense pas qu'il y ait d'attention particulière. Quoi. C'est aux jeunes de faire sa place s'il a 20 ans, 21 ans, 22 ans. C'est pareil. On l'a vu avec Anthony Gutic cette saison ils ont pas fait de détails, ils ont pas fait dans la dentelle si je puis dire avec Ouais, il y a eu le lockout aussi. Ouais, il y a eu le lockout, il a eu du mal Il avec revient de commotion. sa commotion qui revenait, il a eu une préparation difficile, mais au bout de 20 matchs, il produisait pas et ils ont dit au revoir quoi. C'est ça, alors que t'as raison, dans les équipes jeunes, ils prennent le temps de laisser éclore, surtout sûrement des jeunes qui viennent d'ailleurs, etc. En se disant voilà, on a cerné un potentiel et peut-être qu'une fois qu'ils font partie de l'équipe, ils ont peut-être plus, ils vont avoir plus le droit à l'erreur entre guillemets, ils vont être plus protégés quoi. Moi, ce qui c'est me plus fait facile de s'intégrer quand t'es jeune. Parce que quand t'arrives dans une C'est équipe sûr aussi, senior, c'est après, sûr aussi, ouais. ce qui me fait bondir de ma chaise, c'est que on va en Suède, on va en Finlande, mais on trouve des nations, je vais être un Ouais, petit des peu... Italiens, des Hongrois. Ouais, je trouve que c'est dommage qu'on voit des Italiens, des Hongrois, des Slovènes, peut-être même j'ai déjà vu un Roumain qui sont, alors ils ont peut-être un joueur exceptionnel par génération, mais ils arrivent à les placer dans ces championnats. Un Croate par exemple. Il y a pas photo, je pense qu'un hockeyeur entre 14-15 ans et 18 ans, il va tellement progresser s'il est très bien, enfin, dans des super structures et dans un club ambitieux qui fait gaffe à ses U20, il va être capable de complètement changer de dimension, à mon avis, au niveau physique, de l'intensité, etc. Quoi. Faut gravir les échelons. Ouais, On l'a vu avec Roussel. Hein. Tu gravis les échelons pas à pas, tu t'imposes partout où tu vas, c'est quand même bien. Il faut bien bosser. mieux, quoi. Faut bosser, il y a ça, pas au de... final, c'est il y a quasiment pas un de secret. accident. S'il était pas parti dans, C'est pas un accident. 15 ans, il serait Comme jamais c'est pas un accident. Il serait jamais arrivé à Non, ce ouais. S'il C'est était pas un parti accident, avec ses c'est parents. un heureux concours de circonstances. On Enfin, sait pas, c'est même peut-être pas un qu'il serait concours de allé dans un autre circonstances, pays. Hein. Ouais. C'est Peut-être pas pas ça. refaire l'histoire, mais je pense que le terme accident est un petit peu excessif. Au final, ça revient, quoi. C'est un accident dans le bon sens, dans le sens où, clairement, s'il était pas parti à 15 ans avec ses parents, au Ah bah oui, Québec, c'est sûr. il aurait pas fait toutes les petites ligues et gravi les échelons. La petite ligue, ça va. La LGMQ, c'est pas trop une petite ligue quand même. Avant d'arriver en ligue de vieux hockey junior. Il fait une Jetta, ça va. Il a fait un an. Même pas. Non, mais je crois que, enfin, j'avais cru comprendre dans l'interview qu'il disait quand même que c'était un choix qui s'était accompagné d'un choix familial, mais c'est rentré quand même vraiment en ligne de compte, hein, dans le choix de la famille. Il pensait quand même, ouais. Donc ça a accompagné ça, quoi. Après, à quel point on n'est pas dans l'intimité de la famille pour savoir. C'est sûr que le passage qu'il a eu est quand même le plus facile parce que c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de Français qui vont en général dans le junior majeur au Canada, que ce soit au Québec ou ailleurs. Par la draft des joueurs européens, je veux dire, on en a pas eu beaucoup. On a eu Antonin Manavian qui est passé par là. On a eu Germain Rimbourg, si je dis pas d'ânerie. Mais ça, c'est pas des joueurs qui ont fait de vieux os dans ces ligues, si je puis dire.
Non. Tim Boson, bien sûr, mais qui est passé par la suite. Ouais, il était pas français. Il a aucune formation française. Je parlais des joueurs qui étaient vraiment en France. Ouais. Et voilà, on verra à l'avenir si on a plus de jeunes Français qui expatrient. C'est bon, on souhaite aussi bien sûr évidemment que le hockey français en soi se structure assez pour aussi leur offrir des possibilités de progresser et de voilà entre 15, 18, 20 ans deviennent aussi. Il y avait eu Richard Amoneto aussi. Richard Amoneto qui avait fait ça. Ça nous remonte à des. On rajeunit pas, non. J'étais même pas né quand il y était. Ouais, c'est dire. Les petits jeunes. On va passer au débat final avec toi, Pierre-Louis. Tu peux nous en exposer les tenants et les aboutissants avant qu'on se chamaille joyeusement autour de ce débat. On se chamaille joyeusement, bien sûr. Donc on va parler aujourd'hui de la formule des playoffs. Parce que à mon sens, déjà qu'on a que 26 matchs dans la saison régulière, mais cette formule de playoffs ne fait que dévaloriser cette saison régulière, parce qu'au final, tu regardes aujourd'hui, tout le monde fait les playoffs quasiment, à part les 2 derniers. Et puis aussi, tu peux être 11e, finalement tu vas te retrouver avec un bien meilleur tableau que le premier qui est Angers par exemple, qui va se retrouver avec Grenoble, alors que le Strasbourg, enfin plutôt Épinal qui va rencontrer Chamonix, c'est quand même bien plus abordable, alors que la logique voudrait que le mieux classé rencontre à chaque fois le moins bien classé quand même, pour revaloriser justement cette saison régulière. Voilà en gros les grandes lignes, et aussi qu'il y ait moins de monde qui aille au play-off directement. Ouais, ça, moi je suis complètement d'accord sur cette ligne-là. C'est-à-dire que pour que la saison régulière ait une valeur, il faut que la place en play-off ait une valeur. Et donner de la valeur à une place en play-off, ça veut dire qu'elle n'est pas acquise au début de la saison quasiment, quoi. Et oui. Moi aussi, ça me pose problème de se dire que, bah oui, on commence vraiment une saison en play-off et que, à part 2 équipes, tout le monde est parti dans cette saison finale. Qu'est-ce qu'on a donné comme importance à tout ce qui a été fait avant? Point d'interrogation, quoi. Ouais, parce que tu vises la 11e place, la 12e place, tu te fatigues pas dans la saison régulière, t'arrives au play-off. Bah, c'est utopique un peu quand même, parce que bon, il faut quand même l'effectif après en play-off pour enclencher, mais c'est possible. Tu sais, si tu pousses le vice un peu loin, moi j'ai tendance à pousser le vice, tu peux le faire, quoi. C'est possible. Tu sais, quand Strasbourg va en finale et tu sais qu'ils étaient 11e, ça perd un peu en crédibilité. Après, ils ont gagné leur place, attention. Ne dévalorisons pas tout ce qui a été fait. Ils ont fait des magnifiques playoffs, il y a rien à dire. Ils avaient fait quand même une bonne première partie de saison régulière cette année-là. Chapeau, mais c'est pas, tu perds un peu en crédibilité quand même. C'est un observateur externe qui voit ça, ou même un joueur qui veut aller jouer dans la ligue. Tu te fais, ouais, c'est quoi cette ligue un peu? Est-ce que c'est pas un raisonnement économique aussi, non? C'est pas un raisonnement économique qu'a eu la Fédé de dire les clubs ont besoin de remplir les patinoires et donc on les assure de disputer un minimum de matchs. Tu regardes le tour là, c'était pas plein, hein. Le premier tour des playoffs, Gap qui était à plus de 2000 de moyenne, ils ont fait 2 fois 1700 en gros. Amiens pareil, ils ont pas rempli. Il y a des matchs quand même aussi, faut pas l'oublier. Les playoffs, ça attire personne quand même. Tu disais, Philippe? Oui, c'est sûr. C'est des matchs en semaine aussi, donc c'est plus facile de faire 2000 personnes, 2500 personnes le samedi soir. Ça, c'est sûr. Que le mardi soir et le mercredi soir. Bah, Gap, c'était en week-end, hein. C'était vendredi et samedi, ils font 1700. Ouais, alors que c'est Grenoble, que les tarifs n'étaient pas prohibitifs. Bon, après, c'était quand même t'as eu 3 matchs en gros dans la semaine, parce que t'avais déjà Dijon le mardi, qui était plein là, par contre. Est-ce que c'est économique? Je sais pas. Mais bon, après, c'est compliqué, genre t'es 11e, t'as fini ta saison en février, quoi. Ouais, c'est pas beaucoup de matchs, c'est t'as ça. 26 matchs en février, t'as fini. Ouais, c'est le cadre dans le cadre d'une réflexion sur la future. On est un peu bloqué, quoi, c'est sûr qu'on peut réfléchir, quoi. Ouais, je pense qu'à 14, c'est la seule solution pour que tout le monde joue un petit peu plus, parce que c'est vrai qu'on a pas trop le choix, là. Ouais, dans une formule à 14, c'est quand même difficile d'envoyer 6 équipes en play-out, par exemple. Ouais. Ou en plus de relégation. 8 en play-off, 4 en relégation, puis ouais, t'en aurais toujours 2 qui... Ouais, voilà. Ouais. Je pense facile, que c'est la logique dans laquelle s'inscrit la fédération. Après, moi, j'aime bien ce système de tableau où à chaque tour, on ne recalcule pas le meilleur contre le pire, parce que comme ça permet, si une équipe fait une bonne surprise, je trouve que ça lui ouvre le tableau, ça lui ouvre du tableau parce elle s'est donné la peine de faire cette surprise, je trouve. Où est la récompense pour Angers d'avoir fini premier de la saison régulière? Oui. Aujourd'hui, tu tapes Grenoble en quart de finale. C'est, je pense, sans dévaloriser Épinal ou Strasbourg, mais je suis Angers, je préfère quand même me taper Strasbourg ou Épinal que Grenoble en quart de finale.
Mais surtout que, je veux dire, dans ce cas, autant faire 26 matchs amicaux, quoi, et tu mets pas de classement, tu fais juste des matchs amicaux. c'est ça. Puis après, je dis, maintenant, c'est les playoffs. Voilà. Donc, on peut... Ouais, c'est ça. Est-ce que je parlais avec des joueurs vous arrivez à vous passionner, et ils me disaient clairement que la saison régulière, elle servait à rien, et que eux, ils disaient juste, nous, on gagne quelques matchs, on fait pour arriver dans les 12 premiers, et puis après, voilà, la saison commence, quoi. Ouais, ça, c'est toujours ils ont bien commencé leur saison, hein. Ouais. Très bien commencé. Ils ont pas eu le temps de l'avoir commencé. De toute façon, c'est toujours ça les playoffs. Mais du coup, en tant que fan, vous, si on se met du côté spectateur, etc., vous arrivez vraiment à vous passionner pour la saison régulière en vous disant que de toute façon, une fois que la place est acquise à mi-saison, elle est acquise quasiment en playoff, c'est terminé. C'est sûr qu'après on dédramatise un peu plus les défaites, mais moi, si t'es passionné de hockey, moi je veux voir du hockey. J'en ai jamais assez, presque. Façon, j'aime mon équipe. Je pense. Surtout qu'on a une saison là qui était quand même assez passionnante, je crois, saison régulière, avec vraiment tout le monde qui était capable plus ou moins de battre tout le monde. C'est sûr, mais c'est pas non plus comme si les premiers ils mettaient toujours 10 buts au dernier, et puis que après voilà, il y a, ça c'est vrai, mais c'est il y a un écart de points énorme. Les gars ont raison aussi, si Angers se fait sortir maintenant par Grenoble, je veux dire, voilà quoi, ils ont une saison blanche en ayant été ultra dominants en saison régulière, ils auront pas gagné grand chose s'ils se font sortir par Grenoble, c'est pas une honte de se faire sortir. S'ils se font sortir par Grenoble, c'est qu'ils méritent pas d'être champion. Je veux dire, pour être champion, faut être capable de battre tout le monde. On doit gagner tout le monde, mais le but c'est aussi que la saison régulière t'amène dans, c'est censé classer pour les playoffs, quoi. Enfin, sinon c'est un peu des matchs. T'as l'avantage de la glace, moi je trouve que c'est un avantage de la question. Un avantage. Je sais pas si c'est un avantage. On l'a vu au premier tour. Ouais. C'est censé en être un. Ouais, c'est censé en être un, ouais. Après, ça pourrait donner un peu plus de piment. C'est vrai, si t'avais une poule de play-down, peut-être qu'il y aurait plus d'acharnement. L'équipe qui est genre en ce moment 11e, elle se battrait plus. Il y aurait plus d'engagement en bas de classement, quoi. Mais genre Villard, une fois qu'ils étaient 10e, ils savaient qu'ils allaient en play-off. Qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Ils reposent tout le monde. Voilà, c'est ça. Ça fausse un peu aussi le championnat. Ouais, c'est ça. C'est ça le problème. Après, le championnat, il est suffisamment actif en ce moment. On voit des belles affiches, beaucoup de buts. Non, c'est vrai que la formule actuelle est bien, mais elle pourrait être améliorée, quoi. Mais après, t'es fan d'Épinal ou de Strasbourg, tu finis 11e, tu te fais on attend les playoffs, on verra bien. C'est sûr que tu te démobilises un peu pendant la saison régulière, quoi. Je pense que le réel désavantage actuellement dans la formule, c'est surtout quand tu finis dans les 4 premiers, c'est que tu te tapes 2 semaines à rien faire. Aussi, en plus, oui. C'est que là, pour le coup, c'est vraiment pas du tout un avantage, hein. Genre le repos, c'est peut-être un avantage pour Chamonix qui est moins fourni en quantité, mais quand tu finis dans les 4 premiers, t'es censé avoir le plus de bancs, le plus de qualité, c'est pas toi qui fait peur, c'est pas eux qui ont peur des enchaînements. Non, mais c'est discutable les gars, parce que tu peux avoir aussi des blessés, tu peux être allé en 5 matchs, tu peux être fatigué. Tout à l'heure, on a beaucoup parlé dans nos pronostics de playoffs en disant qu'il y avait des équipes qui étaient cramées, quoi. Donc les équipes cramées, c'est certainement pas les 4 premiers. Mais les équipes qui sont cramées, c'est pas celles qui sont dans les 4 premiers. Justement, c'est ce que je dis. Donc c'est un vrai avantage d'avoir de pas faire ce premier tour. Enfin, ça c'est un faux avantage. Non, moi je pense pas. Encore une fois, on en revient au problème de la cadence des matchs. Il m'avait dit que c'était vraiment un désavantage. La pause, oui, on est d'accord. Bah tu regardes Briançon dernier, ils se font sortir par Angers. Tu sais, si t'es assez proche en top 4, tu perds, hein, clairement. Non, mais en général, le 4ème, il se fait manger par le 5ème. Par le 5ème, c'est ça. Hein. Cette année, il n'y a pas de 5ème, il n'y a pas de 5ème. Dijon s'est fait virer par la finale. Donc... Il n'y a pas de 6ème non plus, d'ailleurs. Ouais, c'est bon. Il n'y a pas de 8ème. Ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve cette formule dans d'autres championnats, notamment en Allemagne, on en parlait tout à l'heure, où là aussi ils jouent, mais ce qu'ils le jouent au meilleur des 3 matchs. Mais c'est comme le système de wildcard en foot américain. Hein. NFL, et pourtant, Dieu sait que les Américains, ils travaillent ils ont travaillé le truc pour que ce soit le plus spectaculaire possible et le plus avantageux pour les équipes qui soient qualifiées et qui n'aient pas à passer par les wildcards. Hein, donc bon. On peut pas dire que ce soit vraiment, à mon avis, c'est vraiment pas un désavantage quand même de s'éviter un match qu'on peut perdre déjà, parce que vous l'avez dit, hein, Dijon sorti, hein. Bah ouais, Dijon, ils sont 5e et ils sont sortis. Ils auraient fini 4e et ils étaient qualifiés déjà. Donc faut pas oublier tout ça. Peut-être tu peux avoir des blessés, tu peux aussi avoir une dynamique, mais bon. Après, aller en quart ou en 8e, c'est une grosse différence, quoi. Non, par contre, l'avantage de ce tableau préétabli, c'est pour l'organisation des clubs, quoi. Ouais, ça déjà qu'on roule pas sur l'or. Ouais, ils savent déjà où ils en sont. Ouais, c'est ça. Bon, faut encore qu'ils réservent tous des hôtels et tout, ça c'est pas sûr, mais... De toute façon, on verra bien. Hein. Mais moi, je parie sur minimum 3 sur 4. Non, mais surtout sur ce qui est 4 cette saison, ce qui prouvera que c'est un avantage. Cette saison, oui. Mais regarde,
Non, mais cette saison aussi, t'as Briançon qui joue Strasbourg, voilà, déjà. Voilà. Il y a un tirage chanceux. Non, mais je veux dire, l'année dernière, quand tu voyais Rouen, Bah Amiens, c'est il y a un beaucoup de gens tirage, qui c'est des pensaient que conséquences Rouen. sportives quoi. Oui, mais il y a beaucoup de gens qui pensaient que Rouen allait écraser Amiens. C'est en 5 Amiens, ils matchs. se sont retrouvés à les pousser jusqu'en 5 matchs, dont une victoire en prolongation. Ouais, mais 1-0, du coup je un veux dire. cinquième match quand t'as joué moins, tu vois. Ouais, mais la peut-être différence, un elle s'est avantage. pas vraiment vue, hein, parce que c'était ultra tendu pendant 30 minutes. Et les Gothiques, ils ont une Ouais. faute de concentration, ils en prennent 3. Et derrière, ils reviennent à Ouais. 3-2 sur la fin de match. Et la fin Parce de que match, ils étaient pas cramés. t'as là. il y a aussi l'avantage de la glace quoi. Ça fait quand même. Ouais, mais ça... Enfin, je sais pas. Je pense qu'un club, si on lui demande aujourd'hui à un club de Magnus, est-ce qu'il préfère terminer 4e ou 5e, je sais pas. Je pense qu'il dira sais pas, 5e. je mettrais pas mal. Bah, ma main 5ème, pour il a des finir recettes en 4e. plus, hein, s'il Ouais, va passer ça, par c'est mois, clair. etc. c'est clairement 5e. T'as des Mais surtout recettes que en quand t'es plus, t'es dans 5e le sur rythme. le papier, tu joues le 4e. Même si cette année c'est une exception, Bah, mais... on Je peut veux dire, essayer quand de tu joues le téléphoner à Dijon 4e pour alors leur que t'as du demander, hein. rythme, tu le bats normalement. Ouais, normalement. Surtout cette année où ils ont le même nombre de points, quoi. Enfin, c'est Mm. au moins très serré. Bah cette année on a vu, hein. 5e. Bah, Non, il mais est bon. plus là, mais bon. Ah bah oui, ouais, mais c'est quand même, Dijon c'est quand aussi. même légèrement important quoi. Mais Comme Dijon, on a avec dit, leur première ligne Dijon. d'attaque. Voilà, comme on a dit, les matchs se gagnent avec l'attaque, et la défense fait gagner le championnat. Dijon, t'as pas de défense. Tu prends 95 buts en saison régulière. Je veux dire, il y a que 4 équipes qui font pire, alors que les mecs ils sont 5e. C'est quand même pas normal. Et puis c'était tellement serré entre la 4e place et la 9e, tu pouvais pas, c'est pas une référence à la 9e place. Mais vous croyez que Chamonix du coup était dégoûté de finir 4e quoi? Non, Quand même Moi j'ai pas. pas du tout cette impression là, hein, perso. Hein. Chamonix, non. Et s'il l'était, c'est bien que c'est voilà quoi, c'est quand même un luxe de se dire on est déjà au 2e tour. Quoi. Mais Non, Chamonix, mais c'est pas pareil. parce Chamonix c'est pas pareil parce qu'ils ont pas de profondeur. Mais ce serait Ouais. Briançon, ils joueraient Mais c'est la vraiment 4e ou pour la ça 5e place. c'est vraiment pour Oui, ça en que j'étais soi. content de finir 4e. Je sais pas, hein, c'est. Oui, mais si tu Ça fais à la concerne place un club. d'équipes comme Angers, Rouen ou Briançon, ils préfèrent Ouais. tous finir 5e. Parce que eux, ils ont 4 lignes et ils seront jamais crevés. Et même s'il y a 1, 2 blessés, ça Ouais. passe. Mais ça veut dire Mais- que dans votre logique, il vaut mieux terminer 5e que premier. Ouais. Bah, Quasiment. presque, ouais. Ouais, Bah. 5e que premier, je sais pas. Bah, 5e que enfin, 4e, finalement, sans aucun doute. Là, le premier, ouais, dans la situation actuelle, oui, il y a un gros. Bah, match disons que pour moi, je suis en mais jeu leur aujourd'hui, je par suis un rapport. peu dégoûté de me taper Grenoble demain, quoi. Enfin, ce soir, pardon. Ouais. Clairement. hein. Même si j'ai l'avantage à gage que tu veux. Rien à faire. Non, hein. mais c'est vrai. Après, je pense que comme le disait Philippe, il faut battre tout le monde et qu'ils sont dans cette optique-là. Mais tu préfères forcément, enfin, t'espères jouer les top équipes plutôt vers la fin, quoi. Ça, c'est sûr. hein. Ah, mais Bah oui, ils c'est vont ça. jouer quand même des top équipes vers la fin. C'est Bah, ça. en demi, t'es un peu obligé, oui. Puis il faut battre tout le monde, ça, on le sait aussi, mais bon. D'ailleurs, ça n'a aucun rapport direct, mais c'est un peu comme ce qui aurait pu arriver à Nantes cette année, qui a fini premier de poule et qui pouvait théoriquement se coffrer quand même Tours et les volants avant d'arriver en demi-finale. Enfin, ouais, c'est ça, en demi-finale, quoi. Ça faisait lourd, quoi. Voilà, encore une fois, ça veut dire que finir premier, au final, ça t'assure de rien. Mais ça, on le sait. Non, mais surtout, le problème, c'est que t'as 12 équipes sur 14 qui vont faire les playoffs. C'est Ouais. peut-être ça le plus, je vais dire le plus grave. Bon, c'est pas non plus grave, mais... Mais justement, si on se projette sur soyons visionnaires, sur la Magnus à 12, c'est quoi la formule idéale alors Ouais, Il en faut Ouais. 8 en Ouais, playoff et c'est 8. tout. 8 sur Ouais, 12, oui. c'est... Parce qu'ils Mais ça- ils sont capables de nous inventer un tour préliminaire s'ils ont envie, mais ça n'aurait pas de C'est ça. sens. Ouais, 8 en playoff, 1 contre 8, et puis les 4 derniers en play-down. En Ouais, relégation avec le premier de la D1, un truc dans le genre. Enfin, pour ceux qui ne sont pas pour une ligue fermée, évidemment, puisque certains sont Non, mais... ne faire descendre aucun club. Bah oui. Non, mais c'est sûr. Mais ça donnerait un peu de piment en bas de classement. Une poule, ça serait sympa à suivre. Ouais, Non, c'est ce sûr. serait bien qu'il y ait 2 équipes Mais tu qui mets le jouent premier pas de la D1. quand on sera à 12. Quand on sera à 12, ce serait bien que les 8 premiers fassent les playoffs et Ouais. les 2 derniers de Magnus sont dans une poule avec les 2 premiers de D1. Comme ça, le 9e et le 10e, ils jouent pas les playoffs. Comme ça, il y a un vrai enjeu en fonction de ta place. Ouais. Mais c'est vrai que c'est pas dramatique dans la mesure où C'est un ils peu un joueront truc quand même à une la suite. quarantaine, Ouais, ils joueront une quand t'auras quarantaine de beaucoup matchs. de saison régulière, c'est ça. Mm. C'est ça. Sur- Là, on sera plus dans une logique pro. Ouais, t'as 45 matchs de assurés dans cette nouvelle ligue, donc 44 plus la Coupe de France. Ouais. Ouais. Je pense que j'aime bien cette formule-là que Nico dit. Ouais, c'est un peu à la suédoise. C'est pas mal. Ouais, absolument. Mais ça veut aussi dire que le 9e et 10e finissent la saison Ou en à, février. quoi. ou à la Suisse. Bah ouais, c'est ça. que ça fait une ligue semi-fermée. hein. Mais là, il y a des divisions où tu finis ta saison début mars. Hein. Ouais. Mais quand t'as joué plein de matchs en saison régulière, c'est différent.
Et puis peut-être qu'on pourrait les jouer plus tard, les playoffs, je sais pas comment ça peut se caler, mais... Ouais, le calendrier est quand même assez serré. Commence maintenant quand même. Mais... Le calendrier est assez serré avec les championnats du monde quand même. Et encore, heureusement, on reste dans le groupe A, parce que si on était dans le deuxième niveau, ce serait encore plus tôt. Non, mais les playoffs qui commencent en mars, c'est normal, ça. Ouais, fin février, début mars, c'est ce qui se fait. C'est savoir 44 matchs avant, enfin, pas 26, quoi. Pas une simulacre de hockey, de championnat. Donc en gros, en l'état, de toute façon, ça va pas bouger avant les... Avant 10 ans. Bah non, j'espère avant, mais en tout cas, ça... Avant 15 ans, même. Le système des playoffs changera pas en étant à 14, quoi, ça c'est sûr. Avant la fin de la crise. C'est compliqué. C'est compliqué en même temps. Ouais, ça fait quelque temps que ça a pas changé, y a pas de raison qu'il le change maintenant en même temps. Non, mais là, oui. Puis c'est casse-tête un peu, quoi, à 14. Plus qu'à 12. C'est pas faux. Non, mais c'est sûr qu'en ce moment, on n'a pas le choix, mais bon, c'est un peu énervant, quand même. Enfin, énervant, agaçant. On te sent agacé, quand même. Chagrinant. Ça se dit pas, mais je l'invente. C'est depuis la défaite de Gap, Pilou le vit très mal, du coup. Il est très chagrinant. C'est ça, il cherche des excuses partout. Ouais, non, parce que, non, on méritait pas de passer. C'est fini, ça. C'est la dépression. Non, pas du tout. Aucun rapport. Et pour vous, il y a des équipes, typiquement, qui ont été victimes de ce système de play-off, ou au contraire, qui en ont profité pleinement? Bah, Strasbourg, quand ils vont en finale, ils en profitent à 200%. Un peu Grenoble l'an dernier. Ils sont virés par Strasbourg et ils en profitent pas, tu vois. Donc, non, mais le tour préliminaire, il y a toujours un risque et ouais, c'est un peu la prime à faites c'est la beauté du truc. Les dernières journées de Ligue Magnus, comme ça vous êtes 11e, vous êtes reposé parce que vous avez reposé tous vos joueurs, et vous arrivez contre une équipe qui a essayé de se battre pour accrocher une bonne place. Ouais. Et voilà, et il se passe. Après, c'est un peu la loterie, c'est un peu critique, hein, je pense. Mais du coup, le match de Chamonix va être assez intéressant à cet égard-là, en voyant à quel point ils vont, comment ils vont se servir des 2 semaines en plus, etc. Ah mais oui, c'est clairement ça, il y a plus d'indécises, comme on l'a dit au début. Justement, comme elle serait indécise déjà si les deux équipes étaient à peu près arrivaient dans les mêmes conditions. Là, elle est d'autant plus intéressante, quoi. Ouais, mais elle sera intéressante à suivre, c'est sûr. Mais rien que pour Fouquerel déjà, moi j'aime bien Fouquerel, j'ai envie de voir ce qu'il fait en vrai play-off. Et puis surtout, il y aura le commentateur, les matchs seront en live avec en plus c'est vrai. Ice Core TV. Ouais. Non mais ça sera bien. Non mais il y aura du match de retransmis là entre Strasbourg là avec Total Live Sport, Total Sport Live. Ils veulent retranscrire même les matchs à Briançon, donc c'est bien. Après, Basile, il faudra pas. Grenoble. Et puis Chamonix Épinal, les 5, parce qu'il y a Chamonix et il y a Vosges TV aussi. Donc... Ouais, et puis faut que le samedi. Faut pas oublier l'affiche de vendredi soir entre Caen et Mulhouse, qui sera télévisée aussi, ça vaudra un détour. Là, ça promet un truc physique en tout cas. Et à Grenoble. Ça promet une belle purge. D'ailleurs, faut se demander si dans les critères pour la Magnus A12, ça devrait pas être un truc important, ça. Être capable de produire de produire que le club produise un live télévisé d'un minimum de qualité, quoi. Avec des Internet. Parce qu'aujourd'hui, c'est un impératif, je pense, quand même, de proposer des images. J'ai été surpris, moi, par le championnat universitaire canadien, québécois et canadien, les deux. C'est des ligues de très bon niveau, mais c'est pas très très connu non plus. Ils organisaient une chaîne de télé et ils diffusent tous les matchs en direct, alors que c'est des championnats universitaires. Donc je pense que les ligues comme les ligues Magnus et les ligues françaises devraient prendre exemple là-dessus. On n'a pas d'argent. Pas s'en passer, puis il faudrait que ce soit ça coûte rien. Sous un le président te dit qu'il a pas d'argent à chaque fois, ok. Il préfère recruter un joueur à la place. Ils font ce qu'ils veulent. Au lieu de subventionner avec le cahier des charges, ils seront obligés de faire différemment. Mais oui, de toute façon on dit ça, mais ça se développe pas mal les lives. L'air de rien. Je pense qu'en 2-3 ans là, ça va quand même fait un bel élan. Oui. Et surtout maintenant, mais après, Angers qui a annoncé qu'ils allaient retransmettre aussi. Aussi, ouais. Rouen, ils font des gros résumés de 40 minutes. Ouais, ce serait bien que ce soit unifié entre guillemets, quoi, qu'on n'ait pas à aller chercher à droite à gauche plein de trucs, des initiatives. Bah, ils font un peu la fédé sur Dailymotion. Sur Dailymotion, sur la chaîne de la Ligue Magnus. Tu les as, ça, hein. Après, c'est que les derniers lives, ils sont un peu plus récents et que Vosges TV, eux, ils sont totalement à part, mais aussi c'est une rediffusion. Après, le problème, c'est que les clubs donnent pas les moyens de le faire, quoi. Nous, je sais qu'à Gap, avec Pierre-Louis, on avait créé le Rapace Live et Paul et Mathieu qui vont nous écouter sans doute. Salut. Salut.
C'était notre matos, on avait tout payé nous-mêmes, et on n'a rien Ouais, du club, rien du tout. Ouais, ils Non, auraient mais- pu au moins vous rembourser le matos, c'était la moindre des choses. Ouais, mais c'est compliqué. Et du coup, en ce moment, on a des gros problèmes de diffusion, donc c'est dommage parce qu'on a les moyens de diffuser. On a du personnel, on a le matériel, mais on peut pas. Ouais, puis il faut pas déconner, Voilà, quand on paye on certains dévie. joueurs, je sais pas combien par mois, c'est quand même pas des bénévoles. Non, mais on du en matos revient à ce pour qu'on disait diffuser qui, il y a 2 semaines, hein, sur les présidents de club. Hein. Il faut pas déconner, tu investis 500 € C'est ça, c'est et ça. tu as une diffusion live. Ouais. Bon, bah, on a bien dévié du sujet en tout cas. Ouais, c'est pas faux. La formule des playoffs de Magnus, ouais. Ouais, mais tout ça, c'est la structuration de la Ligue Magnus, hein. On tourne autour de tout Bah, ça va parce de que- pair, tout est lié, tout est lié. Je bon, pense que on dévie à la hauteur de notre passion pour le hockey parce que on arrive même plus à s'arrêter de parler au final. C'est ça qui est bien. Mais Ouais. on va être bientôt rattrapé par par la sirène. On est français, Je me dis hein, que- c'est normal. Voilà. La sirène. Ouais, j'ai failli vous la remettre 2 fois pour le coup. Oui, la sirène qui sonne Le glas. glas de nos discussions passionnées, comme depuis 3 émissions maintenant. Et j'avais un petit mot à vous rajouter. En passant, je fais un petit coucou au capitaine Danière, même si bon, ils nous ont éliminés, hein, les Tourangeaux. Et voilà, il fait partie lui de l'équipe de France de hockey-ball. Et en fait qui manque de médiatisation et puis voilà, qui a besoin un peu qu'on l'aide, etc. Et ils organisent une collecte, en fait vous pourrez trouver ça sur internet, avec comme objectif de participer au championnat du monde 2013. Et en fait à partir de 10 € de dons, eh bien on peut avoir son nom sur le maillot de l'équipe de France en filigrane. Donc c'est une initiative assez sympa. Vous pourrez retrouver ça sur internet, objectif championnat du monde 2013, bénéficiaire équipe de France de hockey-ball. Voilà. Donc, merci à tous, on est très content d'avoir passé plus d'1 heure avec vous pour ceux qui nous auront écoutés en entier. Donc voilà, on vous souhaite tous de bien profiter encore des matchs de hockey qui sont près de chez vous ou que vous pouvez regarder à la télé, tout ça. Et puis on se retrouve dans 15 jours avec toute l'équipe des Teta Slap. Salut à tous. Salut. Dans 15 jours.